bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai vu le film avec vous, hein. Évidemment, j'ai préparé avant quelques réflexions sur le consentement et ça va rentrer en résonance, je pense, avec ce que l'on a eu la chance de voir ici à travers les petits témoignages. Alors, pour que vous voyez un peu ce que je vais vous présenter, ce que je vais essayer de faire, c'est, quand on m'a parlé de ce sujet, de montrer ce que tout le monde devine, évidemment, c'est que le thème est d'une complexité en fait incroyable. Donc, il y a quelques idées générales que nous avons sur le consentement et qui semblent être claires. Et puis, quand on creuse un peu, on se rend compte en réalité que c'est d'une complexité inouïe. Et toute la question, évidemment, du coup, pratiquement parlant, c'est comment accompagner le consentement et comment le favoriser éventuellement. Est-ce que c'est toujours possible? Enfin, voilà. Enfin, vous allez voir la complexité. Ce que je vais faire, c'est procéder en deux temps. Comme ça, vous avez l'idée générale, hein. Je vais d'abord partir de ce que je crois être un constat. Bon, enfin, je vais vous soumettre ça, c'est qu'on a tendance à réduire le consentement à un simplisme. Donc, on est obsédé aujourd'hui par ce thème du consentement, qui est un vrai problème, mais trop rapidement, on a tendance à simplifier tellement la chose que ça en devient presque abstrait. Et l'idée ici, donc je vais vous le dire avec des mots de philosophe, l'idée c'est que l'on comprend trop souvent la question du consentement à travers ce qu'on pourrait appeler donc c'est du jargon, hein, le cogito transparent. Alors le cogito, vous savez ce que c'est, hein, donc le cogito, c'est le fait que nous sommes un sujet et on a l'impression, si vous voulez, c'est un peu ça l'idée, que nous sommes au clair sur ce que nous voulons, je veux, je ne veux pas, je peux le dire, c'est pas normal qu'on ne m'écoute pas, mais on part donc de ce principe que nous serions clairs dans notre tête, que nous savons ce que nous voulons. Or, il me semble que voilà, c'est un simplisme et très rapidement des problèmes vont apparaître, enfin c'est intenable comme vision. Du coup, deuxième partie que je voudrais aborder, en tenant compte de la complexité de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des philosophes, donc, enfin bon, c'est des expressions, c'est le cogito blessé. Ce que nous sommes comme individus, c'est pas quelqu'un qui est transparent à lui-même toujours 24 heures sur 24, mais nous sommes en fait cogito blessé, nous sommes quelqu'un qui n'est pas au clair sur lui-même toujours, qui hésite, qui ne sait pas, qui se laisse influencer, qui a peur. Et la question, c'est comment accompagner ça, la réalité humaine, qui est une réalité qui est beaucoup plus complexe que un individu transparent à lui-même en permanence. Donc, si vous voulez, derrière la question du consentement, il me semble qu'il y a d'abord une vision de l'être humain, quand on veut comprendre en tout cas de l'être humain, mais que sommes-nous comme être humain? Est-ce qu'on ne réduit pas ce que nous sommes à une espèce d'abstraction rationnelle, soi-disant nous serions transparents, et ce n'est pas aussi simple. Enfin, donc voilà, j'ai deux temps dans mon exposé, donc un temps où je vais partir du présupposé simpliste, et puis après on arrivera à la complexité de certaines situations. Alors, quand on part donc maintenant de l'évidence, du simplisme de la vie, hein, qu'on a une vision un peu simple de ce que c'est qu'un être humain, c'est vrai que la question du consentement se réduit à deux choses. Et dans pas mal de débats, on tourne autour de cette question-là, c'est soit je consens, je veux quelque chose, je désire quelque chose de tout mon cœur, et donc c'est le fait que je veux. Et dans ce cas-là, le problème, ce sera quoi? Le problème, ce sera quand on ne me donne pas ce que je consens à avoir, ce que je demande à avoir, ce que je réclame, ce que je veux éventuellement. Et donc, que faire quand on m'oppose une fin de non-recevoir? Et de l'autre côté, bah, évidemment, donc de l'autre côté, c'est je refuse, je ne veux pas, non, c'est non. Et le problème dans ce cas-là, c'est quoi? C'est quand on me force, on me contraint, pensez à un viol ou que sais-je, évidemment, hein, les jeunes en parlaient. Donc c'est quand, évidemment, on m'impose ce que pourtant j'ai clairement refusé, hein, j'ai clairement interdit en disant non, c'est non, je ne veux pas, je ne veux plus, etc., etc. Alors, quand vous partez de là, donc situation claire, le consentement, c'est quoi? C'est je veux ou je ne veux pas, quoi. Voilà, et on va résumer ça comme ça. Quand on est dans ces situations difficiles où je n'ai pas ce que je veux ou bien on m'impose ce que je ne souhaitais pas, vous allez avoir deux approches qui vont apparaître tout de suite. Alors, la première, donc quand on est dans ces situations
qui ne vont pas comme on le voudrait. La première, ce sera une approche, évidemment, et donc j'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui seront concernés par ça. C'est une approche psychothérapeutique, c'est-à-dire comment, une fois qu'il y a eu un refus, enfin, donc on n'a pas donné ce qu'on voulait, on m'a obligé à faire ce que je ne voulais pas. Donc une fois qu'on a vécu ça, le consentement n'a pas été respecté, quoi, pour le dire simplement. Donc approche thérapeutique, c'est comment je puis aider quelqu'un qui a donc été violenté, contrarié, qui a été forcé d'une façon ou d'une autre. Hein, comment puis-je l'aider à dépasser cette étape-là? Alors, moi, je ne suis pas thérapeute, donc évidemment, je ne vais pas jouer au thérapeute ici, mais par rapport à ce que j'ai développé en tant que philosophe, hein, et que vous connaissez peut-être, parce que bon, ce sont des sujets que j'ai déjà eu l'occasion de traiter, il me semble que ce que l'on peut essayer de faire dans un premier temps avec quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a été en désaccord avec ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé pour lui, ce que l'on peut essayer de faire, c'est deux choses qui visent à se réconcilier avec ce qu'on vient de vivre. Alors, premier axe, c'est quoi? C'est toute la thématique du deuil que j'ai abordée dans d'autres circonstances, c'est-à-dire, donc en philosophie, vous avez les stoïciens qui nous ont mis le pied à l'étrier en disant ceci: quand on est malheureux par la vie parce qu'elle nous a imposé ce qu'on ne voulait pas, et c'est parfois des situations tragiques, hein, eh bien c'est vrai que ce que l'on peut faire, comment on peut aider la personne, c'est en l'aidant à prendre conscience de la vie qu'elle aurait voulu vivre, mais qui n'est qu'une vie imaginaire, malheureusement, qui n'est pas la vraie vie. Hein, j'aurais dû vivre une vie dans laquelle je n'ai pas été violé. J'aurais dû vivre une vie dans laquelle on aurait dû me laisser le choix de, etc. Mais cette vie-là, je ne l'ai pas vécue manifestement. Donc, c'est prendre conscience de la vie que j'imagine que j'aurais dû vivre, et de faire quoi avec ça, et de prendre conscience que ce n'est pas la vie réelle, et donc de faire le deuil de cette vie-là, puisqu'elle n'est qu'une vie imaginaire, que ce que je crois que j'aurais dû vivre, à quoi j'aurais eu droit, etc. Donc c'est apprendre à prendre conscience de ce caractère imaginaire de cette vie-là et faire tout ce travail qui prend du temps. Hein. C'est facile à raconter, mais ce n'est pas facile à faire. Et c'est faire tout ce travail de deuil par lequel je vais me libérer de ce que je pensais que la vie aurait dû être pour moi. Et quand on se libère ainsi de ce qu'on aurait cru que la vie devait être, alors on se rend disponible pour se réconcilier avec ce qu'on a réellement vu. Ce qu'on doit apprendre à aimer, si vous voulez, ce n'est pas la vie qu'on rêve que l'on doit vivre, mais c'est la vie que nous avons vécue pour du vrai. Donc, c'est se réconcilier avec le traumatisme vécu, donc c'est pas l'effacer, on ne peut pas l'effacer, mais c'est évidemment apprendre à l'intégrer dans sa vie. Ben voilà, j'ai vécu ce genre de choses, on m'a imposé des choses que je ne voulais pas, eh bien, ma vie, c'est celle-là, et par conséquent, eh bien, comment puis-je l'aimer si ce n'est d'abord en me libérant de ce que j'aurais imaginé qu'il fallait vivre, ce à quoi j'avais droit, etc. Donc c'est tout un cheminement, hein, qui peut être fait par la parole, par l'échange, par le respect, dans une relation de confiance, etc. Et la deuxième chose qu'il faut rappeler sans doute, qui aide les personnes à se réconcilier avec ce que la vie a fait d'elles, c'est tout simplement, ben, bon, ça échappe aux professionnels évidemment, mais c'est l'amour, évidemment. Donc, le fait, ça tout le monde peut sans doute en témoigner, le fait de se sentir aimé justifie la vie que l'on a. Donc, si je suis aimable aujourd'hui et si je suis ce que je suis de par mon existence passée, le fait d'être aimé, eh bien, ça me réconcilie avec tout ce que j'ai vécu, effectivement. On se sent justifié dans sa vie, si vous voulez, pour le dire autrement. Quand on est aimé, c'est vrai que ben, ça efface le passé, enfin, ça ne l'efface pas vraiment, mais en tout cas, ça réconcilie avec. Et on peut se dire que ben voilà, ce que je suis devenu, même si j'ai vécu des traumatismes, même si j'ai vécu des contrariétés, même si j'ai vécu des crises, n'empêche que puisque je suis aimable, ça valait la peine de le vivre. Donc vous avez les deux axes. Vous avez un axe plus thérapeutique où on travaille sur les représentations et on essaye ben oui, de prendre conscience que je trouve que la vie est mal faite, mais je trouve que la vie est mal faite au regard de quoi? Au regard de ce que j'imagine. Et la vie, malheureusement, n'a que faire de ce que j'imagine, bien sûr. Donc, c'est tout ce travail de détachement. Et puis, c'est, parce que ça, on ne peut pas l'organiser, évidemment, ce sont les hasards des rencontres avec des amitiés ou des amours qui nous témoignent que nous sommes aimables malgré tout ce que nous avons vécu et qui donnent du sens à l'existence par conséquent.
Donc, en gros, enfin voilà, ce sont les deux actes, mais je ne vais pas développer ça ici parce que je vous dis, je ne suis pas thérapeute, mais c'est comme ça qu'on peut essayer probablement d'aider des personnes qui ont été contrariées dans leur consentement, qui ont vécu des choses graves. Je disais non, on m'a obligé à, et c'est vrai que ce sont des blessures bien souvent hein, avec lesquelles on doit apprendre à vivre malheureusement. Mais on peut donc être aidé certainement. Et puis vous avez un autre aspect qui va complexifier les choses déjà tout de suite. Hein, donc on est toujours dans l'idée de ben, c'est soit je consens, soit je ne consens pas. La vie se résume à ça finalement, et malheureusement c'est pas aussi simple dans la réalité. Deuxième aspect, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un volet juridique qui va intervenir. Enfin bon, c'est le plus simple en tout cas pour l'expliquer. Volet juridique, c'est-à-dire que si on n'a pas respecté mon consentement, c'est clair qu'on a porté atteinte à mes droits. Et donc, certaines affaires, quand on a vraiment été malmené par l'existence, certaines affaires vont aller en justice où on va réclamer réparation, évidemment. Alors, pour que vous voyez que le consentement, c'est un problème insoluble, qui est d'une complexité inouïe. Déjà là, on commence à le percevoir. Quand vous êtes sur ce terrain-là, première question, comment allez-vous prouver qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu consentement? Donc, des gens sont en litige, j'accuse telle personne de m'avoir forcé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Vous vous retrouvez au tribunal, vous vous retrouvez devant un thérapeute, éventuellement, si vous ne voulez pas aller au tribunal, et vous allez expliquer que vous n'avez pas consenti. Comment allez-vous prouver qu'effectivement, vous n'avez pas consenti? Où sont les preuves? Alors, vous comprenez bien, la dérive dans laquelle on risque de rentrer de plus en plus, c'est quoi? C'est que effectivement, ben, sur la base des témoignages des gens, comment voulez-vous qu'on prouve qu'il y avait consentement, pas consentement? Vous ne savez rien prouver, vous ne savez que faire confiance à ce qui se dit, mais ce n'est pas des preuves, ça. Alors du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans une logique de plus en plus, et on le voit dans plein de métiers, hein, dans une logique où on va exiger des preuves. Et donc, comment on fait pour avoir des preuves? Eh bien, on va passer des contrats, on va suivre des procédures, on va faire signer des papiers, de telle manière que si jamais il y a un litige un jour, on pourra démontrer que le type, le patient, il avait signé, il avait donné son accord, donc il était consentant. Plus vous allez rentrer dans cette logique-là, et plus vous allez rentrer donc dans une logique de procédure pour pouvoir démontrer plus tard qu'il y avait consentement ou pas, et vous comprenez bien la dérive dans laquelle on pourrait tomber. Hein, s'il faut prouver les consentements ou les refus de consentement, c'est que si vous cadenassez toutes nos relations, aussi bien professionnelles que privées, à travers des procédures et des documents à signer, ben, la vie devient impensable. Et il y a quelque temps, autour justement de la question du viol, hein, ou de rapports sexuels en tout cas forcés, y a eu cette question qui a été posée, c'est est-ce qu'avant un rapport sexuel, est-ce qu'on ne doit pas demander explicitement à son partenaire s'il est consentant? Et pour prévoir éventuellement un litige un jour, peut-être faire signer quelque chose, enfin avoir une trace qui permettra de nous départager si jamais on avait un conflit. Mais vous imaginez bien, enfin, je ne sais pas comment vous percevez ça, mais moi, quand j'ai entendu des gens émettre ce genre d'hypothèse, mais si même dans une relation privée, il faut comment casser la spontanéité pour d'abord signer des papiers avant de pouvoir avoir un rapport sexuel, même dans un couple éventuellement, hein, puisqu'il y a des gens qui effectivement témoignent de viols à l'intérieur d'un couple, donc il faudrait même le faire dans un couple officiel. Mais vous comprenez bien, enfin, c'est une vie qui n'est plus une vie, enfin. Donc, en attendant, voilà, vous avez ce premier problème. Lorsque des personnes disent ne pas avoir consenti à ce qu'elles ont subi, c'est la question de comment allez-vous prouver qu'il n'y a pas eu consentement, que vous avez exprimé votre refus et que l'autre vous a forcé malgré tout à subir ce que vous avez subi. Donc, jusqu'où faut-il aller pour essayer de faire en sorte que le consentement soit clair? Est-ce qu'il faut tout ramener, oui ou non, à des procédures? Et puis, deuxième question qui va apparaître et qui fait que le consentement, c'est un véritable, enfin moi il me semble que c'est un véritable problème, c'est tout simplement de savoir à partir de quand un consentement est légitime. Parce qu'il ne suffit pas de prouver qu'il y a consentement, mais il faut encore, enfin, qu'il y a eu une parole pour dire je voulais ou je ne voulais pas ou que sais-je d'autre. Mais ce qu'il faut aussi, c'est d'abord s'assurer que la personne était évidemment apte à consentir ou à refuser, à exprimer en tout cas sa position. Alors concrètement, ça fait allusion à quoi? Par exemple, vous avez la question de l'âge. Est-ce que le consentement doit être pris au sérieux chez
toute personne, quelle qu'elle soit, ou bien est-ce que vous allez dire, oui, mais enfin, chez un enfant, le consentement ne... Enfin, c'est pas que ça ne vaut rien, évidemment que, par exemple, dans le droit, par exemple, droit des patients, on dit qu'il faut essayer d'informer même un enfant, même un tout petit enfant, pour essayer d'avoir son adhésion. Mais n'empêche que, vous comprenez bien l'affaire, c'est pas lui qui a le pouvoir de dire je veux ou je veux pas, ce sont les parents. Donc, si vous dites, ben oui, consentement, tout le monde peut consentir, bien sûr, tout le monde doit consentir, mais il y a peut-être un âge quand même à partir duquel le consentement doit être pris au sérieux. Avant, ben, c'est plus une information, c'est plus une indication, parce qu'on veut être humain, même avec des tout petits enfants. Ben, vous allez mettre le seuil où? À partir de quel âge? Alors, est-ce qu'il y a un âge canonique, hein, comme pour les relations sexuelles par exemple, ou bien est-ce que vous allez dire, ben, ça dépend du mineur qu'on a en face de soi? Dans la logique du droit des patients, par exemple, hein, vous connaissez ça, pour le consentement, donc on s'est bien gardé de donner un âge. Donc, ce que l'on dit dans le droit des patients, c'est un mineur, donc évidemment, en théorie, ce sont les parents qui prennent les décisions pour lui, mais si le mineur est capable de discernement, alors il peut exercer lui-même seul ses droits. Alors la question des professionnels, ça a été tout de suite, oui, mais bon, capable de discernement, c'est à partir de quel âge? Le juriste a répondu, ça, on ne vous le dit pas. C'est vous qui devez estimer si oui ou non le mineur est capable de discernement. Et on peut très bien imaginer un mineur de 12 ans capable de discernement et un mineur de 16 ans pas capable de discernement. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, une question de situation, une question d'enjeu aussi. Donc, c'est le professionnel qui doit estimer. Mais donc, déjà là, vous avez, voyez bien, donc, un truc qui n'est pas très clair. C'est bien beau de dire il faut que les gens consentent, mais il y a cette question, si du moins on veut la retenir, ben, oui, mais enfin, c'est à partir d'un certain âge que le consentement devient un vrai consentement. Avant, on est dans autre chose. On est dans essayer d'avoir l'adhésion de la personne qui est trop jeune pour consentir. Et donc là, ça dépend de l'attitude du professionnel ou des parents ou que sais-je d'autre, enfin, qui seraient impliqués dans l'affaire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est difficile aussi, mais si vous êtes dans un débat juridique, on va ou à connotation juridique, ben vous allez rentrer dans tous ces problèmes et on voit bien que c'est d'une complexité inouïe. C'est évidemment que pour pouvoir consentir, donc une des conditions évidentes, c'est que la personne doit avoir toute sa tête. Donc, elle doit comprendre ce qu'elle est en train de vivre, évidemment. Elle doit comprendre dans quelle situation elle se trouve pour pouvoir dire si elle accepte, oui ou non, de prendre, donc de faire ce qu'on lui demande. Alors, évidemment, vous allez avoir donc, des problèmes dans quel cas de figure? Ben, là, ce sont les personnes âgées qui sont l'exemple type, avec des personnes qui commencent à être confuses, voire qui sont démentes. Est-ce que vous allez dire que ces personnes-là, parce qu'elles sont confuses ou parce qu'elles sont démentes, ben, elles peuvent toujours donner leur avis, mais on ne peut plus en tenir compte comme d'un consentement, effectivement, en bonne et due forme, parce qu'elles ne comprennent pas tout, parce qu'elles sont un peu voilà, dans l'oubli, on leur dit un truc, 5 minutes plus tard, elles ont déjà oublié ce qu'on leur a dit. Enfin, voilà, comment voulez-vous que ces personnes aient un consentement qui soit un consentement valable? Mais évidemment, vous comprenez bien, voilà, la difficulté qui arrive, c'est qui évalue l'état de confusion ou de démence d'un autre. Et c'est pire que ça. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être. Euh, on s'est rendu compte, quand on s'occupe de personnes âgées, que donc on a de fait des personnes qui sont confuses, voire qui glissent tout doucement dans la démence. Et l'attitude que l'on avait, enfin que les professionnels de soins avaient vis-à-vis de ces personnes, c'est quoi? C'est de dire, bon ben voilà, on doit décider pour elles, on va contacter la famille, enfin, elles ne sont plus aptes. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait, même si elles sont confuses, même si elles deviennent démentes, en réalité, elles sont toujours capables de discernement et toujours capables d'exprimer leur consentement ou pas. Le problème, il est où? Le problème, il n'est pas dans le fait qu'elles sont confuses ou démentes. Le problème tient dans le fait qu'on ne sait pas comment communiquer avec elles. Et vous avez, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous avez par exemple Yves Gineste qui a créé avec Pelletier, qui a créé ce qu'on appelle l'humanitude. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est connu dans le secteur des personnes âgées principalement. Ce sont des gens qui ont donc réfléchi sur la base d'un savoir médical, donc ils n'ont pas fait n'importe quoi, ont réfléchi à des manières de communiquer avec des personnes confuses ou démentes
pour pouvoir obtenir leur consentement. Et voici ce qu'il donne comme technique. Donc, je vous rappelle cette technique parce que c'est d'une simplicité incroyable, mais il fallait y penser, c'est tout. Donc, ils disent, quand vous êtes face à une personne confuse ou démente, donc c'est vrai que le réflexe premier, c'est de croire que la personne ne comprend rien, et donc on doit décider pour elle, évidemment, et tant pis, on va lui imposer des choses sans son consentement. Eh bien, pas du tout. Donc, première chose, quand vous êtes face à une personne ainsi, il faut tout d'abord se placer à plus ou moins 40 ou 50 centimètres d'elle. C'est-à-dire qu'on peut montrer médicalement que la démence ou la confusion fait que le champ de vision, enfin, c'est souvent lié, va rétrécir, que donc ces personnes, si elles voient une silhouette à 2 mètres, elles ne l'identifient pas, ça suscite de la peur et donc de l'anxiété et donc encore plus de confusion. Il faut se mettre tout près. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un contact de pupille à pupille. Donc, regardez la personne confuse ou démente dans les yeux. Troisième chose, il faut un contact physique, donc lui tenir la main, par exemple, ou bien l'épaule, enfin ce que vous voulez, peu importe, mais il faut qu'il y ait un contact physique. Et quand vous avez ces 3 conditions réunies, vous lui parlez, vous lui exprimez une demande, ben voilà, on va faire ça, on va vous soigner, on va, enfin je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, eh bien c'est tout à fait étonnant, mais quand vous parlez en ayant rempli les 3 conditions qu'on vient d'évoquer, eh bien, c'est incroyable. La personne confuse ou la personne démente va certes prendre du temps, mais elle va pouvoir vous dire si elle est d'accord ou pas d'accord. Il y a un petit film qui a été fait par Yves Gineste, qui est un film qui montre quelqu'un qu'on va laver. Alors, c'est un monsieur qui est confus, il s'appelle Georges, et comme il ne comprend rien à ce qui se passe, quand on rentre le matin, on ouvre le rideau, bonjour monsieur Georges, on va vous laver, le type panique, de telle manière qu'en fait, et c'est terrible, on voit ça, ils ont filmé, il faut 4 infirmières pour immobiliser le gaillard, pendant qu'une cinquième le lave. Il ne veut pas, mais on le lave parce qu'il faut le laver, c'est comme ça, hein, c'est une obligation. Et on voit le même Georges filmé avec une dame qui a été formée au principe que je viens de vous résumer, qui le touche, qui le regarde dans les yeux, qui lui dit « Allez, monsieur Georges, on va se laver, on va prendre une douche ». Et c'est un autre monsieur Georges. D'ailleurs, quand moi j'avais vu ce petit film, je l'ai vu avec des infirmières et c'était tout à fait troublant. Les infirmières ont dit c'est pas possible, c'est un acteur. Parce que le comportement est tellement différent que c'est incohérent. Enfin, il y a un truc, quoi. Et en fait, donc, on nous a certifié, donc moi je ne sais pas, je n'ai pas participé évidemment à l'enregistrement, mais on nous a certifié qu'il n'y avait aucun trucage, c'était évidemment pas un acteur, mais simplement la technique que je viens de vous raconter, qui permet effectivement de rentrer en relation et d'obtenir le consentement de Georges. Et donc on voit dans le petit film Georges qui dit non, je ne veux pas de douche. Alors, c'est pas grave. Alors, on continue. Donc, on continue à le tenir à la main. Donc, on doit toucher, à le regarder dans les yeux. Et on lui demande, ben, quoi, vous voulez vous laver à l'évier alors? Et de nouveau, on voit que ça prend du temps. Hein, et puis, il dit, oui, ça, je veux bien. Et vous voyez ce monsieur se laisser faire, donc se lever, aller à l'évier. Et on voit qu'il, jusqu'à la fin de la toilette, on voit qu'il consent, effectivement. Donc, dans mon deuxième point, donc premier point, c'est à partir de quel âge? Ben, déjà là, vous avez du chipotage. Deuxième point, c'est quand il y a confusion, démence, que les gens ne comprennent pas, est-ce qu'ils peuvent consentir, oui ou non? Ben, là, oui, apparemment, ils pourraient, mais le problème, c'est comment nous, professionnels ou famille ou que sais-je, nous faisons pour que l'autre puisse encore consentir malgré les difficultés qui apparaissent. Et souvent, l'absence de consentement résulte non pas de la démence, mais du fait que nous ne savons pas comment communiquer. Et donc, évidemment, ça soulève toute une série de problèmes. Et puis, vous avez, dernier point, dernier point à évoquer, qui montre aussi la complexité, que ce n'est pas aussi simple qu'on le voudrait, hein, je veux ou je ne veux pas, c'est qu'il y a des conditions vraisemblablement à remplir. Dans les petits films qu'on a vus, d'ailleurs, les personnes en parlent parce que c'est une évidence. Pour qu'il y ait véritablement consentement, il faut qu'il y ait des conditions qui soient remplies, évidemment. Quelles sont ces conditions les plus habituelles qu'on évoque? Et ces conditions, effectivement, sont problématiques en réalité. Enfin, il me semble en tout cas qu'elles sont problématiques. La première condition, c'est d'être informé. Donc, être informé pour pouvoir comprendre, évidemment, les données. Alors,
dans ce qu'on a entendu dans les vidéos, hein, c'est assez troublant parce que la question qui se pose, il ne suffit pas de dire il faut être informé, c'est à partir de quand estimez-vous que vous êtes correctement informé pour pouvoir consentir? Par exemple, si vous allez voir votre médecin et que vous avez un médecin, donc je vais prendre ici un exemple, hein, médecin qui est un médecin tout à fait classique, anti-médecine alternative. Bon, imaginons. Ce médecin, néanmoins, joue son rôle correctement et il vous informe, vous avez une maladie, il vous informe sur les médicaments que vous pouvez prendre ou sur une opération que vous pourriez subir. Il vous donne donc les conséquences, les avantages, tout ce que vous voulez, pour voir si vous voulez bien donc plutôt être opéré ou plutôt ceci ou cela. Mais il ne vous parle pas d'un truc, évidemment, parce que lui, il n'y croit pas qu'il n'est pas informé sur le sujet et que donc, bah, enfin, voilà, pour lui, tout ça, c'est du charlatanisme. Donc, évidemment, il ne vous donne aucune indication sur, par exemple, des traitements qui seraient des traitements non conventionnels qu'on pourrait ajouter ou qui pourraient peut-être donc être des solutions en soi. Mais voilà, lui, il n'y croit pas, il ne vous en parle pas. Donc, il est honnête avec lui-même, il ne va pas vous parler de trucs, évidemment, auxquels il ne croit pas, mais donc, il vous a informé. Mais est-ce qu'il vous a bien informé? De son point de vue, oui, parce qu'il ne va pas vous raconter des choses auxquelles il n'adhère pas, évidemment. Il ne va pas vous proposer des solutions qu'il ne cautionne pas. Mais en attendant, quand vous prenez du recul, et parfois on l'apprend un peu trop tard, hein, qu'il y avait d'autres solutions possibles, que j'aurais pu aller voir un autre médecin, mais voilà, je n'ai pas eu l'information. Problème. Donc, est-ce qu'effectivement, il a bien informé ou pas? À partir de quand allez-vous dire que vous êtes suffisamment informé pour pouvoir consentir? Est-ce qu'il y a une limite? Ben, alors, dans les petits films, on a vu une autre situation, où de nouveau, quand on veut sortir avec quelqu'un dans une relation amoureuse, ben, les jeunes le disaient, là, et les moins jeunes aussi d'ailleurs, à partir de quand je sais qui est l'autre que j'ai en face de moi? Quand j'accepte de m'engager dans une relation amoureuse avec quelqu'un, est-ce qu'on consent à cette relation? Alors, on va dire, ben oui, évidemment, hein, donc on va écarter l'hypothèse de l'obligation, etc. Donc, j'ai l'impression de consentir puisque j'aime la personne en face de moi. Mais voyez bien, le thème de l'information, c'est je consens sur base de quelle information? Mon impression, mon sentiment, mais qu'est-ce que je sais de l'autre que j'ai en face de moi quand je commence une relation avec? En fait, on consent mais sans information, sans certitude, évidemment, et donc parfois avec la peur au ventre de se tromper, d'être trahi, ou que sais-je d'autre. Enfin bref, donc, première condition, quand on dit, ben oui, mais consentir, il faut des conditions quand même, on ne fait pas ça n'importe comment, c'est d'abord, nous dit-on, il faut qu'on soit informé. À partir de quand est-on réellement informé? Est-il vrai qu'on consent toujours quand on est informé? N'est-il pas vrai qu'on consent parfois sans avoir de certitude? Enfin, bon, et du coup, enfin, si jamais il y a des problèmes plus tard, est-ce qu'on peut se retourner en disant, oui, mais le type, il m'a trompé, il m'a trahi parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il était sorti de prison ou je ne sais pas quoi, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, voilà. Donc, comment on fait pour se débrouiller avec quel degré d'information nécessaire pour pouvoir dire que mon consentement était un réel consentement ou pour que je puisse dire que j'ai été abusé par la personne qui était en face de moi? Et puis, vous avez un deuxième. Allez, je vous donne encore un exemple par rapport à l'information dans les petites bêtises de la vie de tous les jours. Quand vous allez sur des sites et que vous cliquez sur les j'accepte les cookies, ou bien quand vous cliquez sur Google, hein, quand vous y allez pour la première fois et vous dites je suis d'accord avec le contrat, ou Facebook, ou je ne sais pas quoi, enfin tous ces bazars-là. Est-ce que vous passez votre temps à lire tout ce qui est raconté dans le contrat pour pouvoir consentir en étant éclairé, en ayant l'information qui vous permet de savoir s'il faut, oui ou non, donner son accord? Ben, la majorité d'entre nous, enfin, moi je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous faites, mais dans ce qu'on entend, la majorité ne lit absolument pas. On va tout de suite sur le machin I agree, donc, enfin je suis d'accord, on clique sans avoir pris la peine de s'informer sur toutes les conditions que Facebook nous impose ou que Google nous impose. Donc, êtes-vous sûr, vous voyez bien, quand on dit conditions pour consentement, c'est qu'on soit informé, êtes-vous sûr que même vous, vous avez besoin d'être informé pour consentir? Pas sûr. Et quand vous dites oui, quand même un minimum, ben, où mettez-vous le curseur? Et vous vous rendez compte qu'on est dans un marécage ici, hein, parce que quand de nouveau on a des problèmes, hein, c'était notre point de départ, et que des gens disent oui, mais finalement je n'étais pas informé, hein, et donc j'ai été trompé, on est parfois soi-même complice de ce manque d'information parce qu'on n'a pas cherché à savoir, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on veut tout de suite avoir le résultat et on s'en fout
hein, de tout ce qu'on nous impose comme contrainte, etc., etc. Deuxième chose, Deuxième chose, c'est que quand on veut consentir, on nous dit il faut non seulement que le consentement soit informé, ça c'est le minimum, mais il faut en plus qu'il soit libre. Ça, c'est la deuxième condition, hein, que l'on va effectivement reconnaître. Si on vous force à consentir, bah, ce n'est pas un consentement, évidemment. Donc, c'est parce que de vous-même, bien évidemment, vous êtes d'accord ou vous vous opposez à ce qu'on vous propose, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est cette question de pouvoir démontrer que la personne a consenti librement pour que son consentement soit évidemment un réel consentement. Et là, on a peut-être déjà eu l'occasion, enfin, vous m'avez peut-être déjà entendu sur ce sujet-là, donc je ne vais pas le développer, je vais juste évoquer le thème sans plus. Mais on a un fameux problème, c'est que, effectivement, pour pouvoir démontrer que le consentement qu'on pose est libre, c'est-à-dire ici dans le sens où il n'est pas forcé, il n'est pas influencé par quelque chose qui me pousse à, c'est moi qui décide, c'est pas mes parents qui le font à ma place, qui me poussent à, c'est pas la société qui me pousse à le faire. Voilà, c'est bien mon choix à moi libre de consentir, de dire oui ou de dire non. Eh bien, donc le problème, c'est le suivant, c'est que être dans une situation où nous ne sommes influencés par rien, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Cette espèce de liberté qu'on présuppose en permanence, qu'on a parfois même l'impression de vivre, d'ailleurs soi-même, etc., eh bien, on se rend compte que, ben oui, mais il y a toujours bien une raison pour laquelle je consens, et une raison qui s'impose à moi. Je vais vous donner juste un exemple qui est une caricature, mais qui est un cas réel, ceci dit, hein, mais où on voit bien que ce n'est pas une question de liberté. Si vous avez, dans le monde du soin, si vous avez une personne qui est témoin de Jéhovah, donc on lui dit, ben voilà, on doit vous opérer, donc transfusion sanguine vraisemblablement pendant l'opération. La personne vous dit, je refuse, je ne veux pas. Est-ce qu'elle refuse librement, en étant influencée par rien? Alors ce qui est terrible, c'est qu'on apprend aux professionnels à entendre ce genre de réaction comme étant une réaction libre. Le témoin de Jéhovah, il n'y a pas quelqu'un derrière lui qui le force à dire qu'il refuse. Il le fait de lui-même. Donc, moi, soignant, j'ai quelqu'un qui est libre en face de moi et qui me dit qu'il ne veut pas de transfusion. Mais quand vous réfléchissez un peu, ce qui est évident, enfin, ce qui me semble évident, mais bon, je vous laisse libre de juger, ce qui est évident, c'est que le type que j'ai en face de moi n'est absolument pas libre. En réalité, il est pétri de croyances qui sont tout à fait respectables par ailleurs. Et c'est parce qu'il est habité par ses croyances qu'il ne peut vous dire qu'une chose, il n'y a pas de choix en fait. C'est une transfusion sanguine, pour moi, c'est impossible, c'est non. Donc c'est parce qu'il est déterminé, pour le dire simplement, par des croyances auxquelles il adhère, que du coup, il refuse, il ne donne pas son consentement, ici, pour une transfusion sanguine. Alors quand vous êtes dans des cas comme ceux-là, vous vous rendez compte que c'est parce que les gens parlent toujours de quelque part, si vous voulez, ont une histoire qui les détermine, qui les influence. Quand vous prenez conscience de ça, c'est quoi cette fameuse liberté qu'on présuppose dans le consentement? Il faut que les gens soient libres de consentir. Mais il n'y a pas de situation où on est libre, en ce sens-là en tout cas, donc il n'y a pas de situation où on est libre, puisqu'on va toujours consentir ou refuser à partir de choses qui nous déterminent, à partir de nos expériences de vie, à partir de nos croyances, dans le cas du témoin de Jéhovah, à partir de notre éducation, à partir de notre expérience, à partir de tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui nous amène à dire oui ou à dire non. Et donc, c'est, s'il fallait dire les choses donc, de manière un peu caricaturale, mais c'est pour aller vite ici, donc on ne consent jamais à partir d'une liberté, on consent ou on refuse toujours à partir d'un déterminisme, c'est-à-dire à partir, pour le dire plus gentiment, à partir d'une histoire. Et c'est vrai que dans les relations avec les gens, ce qu'on doit essayer de respecter, c'est cette histoire des gens, en réalité. Hein, donc, ça ne change pas grand-chose sur le fond, mais ça veut dire ma manière de comprendre un consentement, c'est ça qui est important pour moi. Hein, la manière que j'ai de comprendre quelqu'un qui consent ou qui refuse n'est pas l'expression d'une soi-disant liberté, mais c'est l'expression d'une histoire de vie qui, aujourd'hui, en est là à ne pas pouvoir accepter ou à accepter ce qu'on lui propose.
Et donc, ce que je dois comprendre, et s'il faut essayer de convaincre l'autre, s'il faut essayer de l'aider à changer d'avis, donc ce n'est pas en lui disant « mais t'es libre et tu peux changer d'avis », mais c'est en essayant de comprendre pourquoi il ne peut pas, pour l'instant, dire oui, ou pourquoi il dit oui alors que ce serait peut-être nocif pour lui, etc., etc. Enfin, c'est de comprendre cette histoire de vie, de l'interroger, de la travailler, bien évidemment. Donc, euh, voilà les premiers points déjà où on se rend compte que le schéma classique, c'est soit je consens, soit je refuse. Ça devrait être aussi simple que ça dans la vie et c'est scandaleux que ça ne le soit pas. Mais vous vous rendez compte que très rapidement, il ne faut pas aller très loin. Hein, je n'ai pas développé grand-chose ici pour l'instant, mais très rapidement, on se rend compte que c'est probablement un peu plus complexe que cela. Et ce qui est donc redoutable, parce qu'on peut déjà tirer une conclusion de ce que je suis en train de raconter ici, si du moins c'est juste, enfin si du moins il y a un aspect qui est correct là-dedans, c'est que quand on traite de ce sujet avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des personnes âgées, je me demande, moi personnellement, si on les aide vraiment quand on leur fait croire ou quand on continue à leur faire croire que effectivement, ce dont il est question, c'est qu'ils puissent consentir librement, dire oui ou dire non en fonction de ce qu'ils pensent. Je me demande, moi personnellement, si en même temps on comprend l'intention qui n'est pas mauvaise en soi, parce que c'est la question du respect des autres, et donc ça évidemment on ne peut qu'être pour, mais si on veut les aider dans leur cheminement, dans leurs hésitations, dans pourquoi je ne sais pas dire non, pourquoi ceci, etc., est-ce qu'on ne doit pas les amener à aller un peu plus loin que ça ne dépend que de vous, vous êtes libre, vous pouvez toujours dire non, et ce genre de trucs, en fait, on voit bien que ça devient déjà plus compliqué, c'est pas aussi simple qu'on voudrait bien le dire. Donc, voilà pour mon premier point, qui est le point de départ à partir duquel on réfléchit généralement, enfin, il me semble, en tout cas, dans la littérature, consentement, les gens ont le droit de dire oui, de dire non, on voit déjà que ça pose des questions immanquablement et ça devient déjà plus complexe. Alors, du coup, j'aborde mon deuxième point qui va nous amener dans cette complexité, justement. Donc, ce qu'on peut critiquer ou en tout cas interroger dans ce type d'approche que je suis en train de vous soumettre pour vous montrer la complexité du consentement, c'est que l'idée que nous soyons, donc pour le dire avec les philosophes, que nous soyons un cogito transparent, donc un sujet transparent à lui-même, qui sait ce qu'il veut et qui a toujours le droit de dire je veux pas, parce qu'il sait ce qu'il veut. Transparence du cogito, donc c'est peut-être un peu simpliste. D'où le cogito blessé, c'est-à-dire si on doit tenir compte de ce qu'est un être humain, il est possible, en tout cas, sauf si je me trompe dans la lecture que je fais, mais l'impression, c'est que nous sommes pas aussi transparents qu'on le voudrait par rapport à nous-mêmes et que du coup, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, on peut savoir ce qu'on veut puis ne plus être d'accord. Enfin, en gros, il y a deux thèmes que je voudrais aborder ici pour montrer de nouveau la complexité dans laquelle nous sommes. Le premier thème, c'est, et ça a été très bien exprimé par les jeunes et les adultes, enfin, en tout cas c'est surtout là que je l'ai entendu, donc ça m'a un peu réconforté dans l'approche que je voulais vous présenter, c'est qu'on peut consentir contre sa volonté. Vous voyez, quand vous êtes dans le mythe du cogito transparent, c'est je sais ce que je veux, et donc si je veux, c'est non, enfin voilà, c'est clair. Eh bien, en fait, dans la vie de tous les jours, nous sommes un peu plus complexes que cette transparence, et nous pouvons nous retrouver bien souvent dans des situations où certes on consent, mais quand on doit s'exprimer et quand on doit dire ce qu'on vit, on dit j'ai consenti, mais pourtant c'était contre ma volonté. Et donc, c'est bizarre, cette espèce de. C'est là la complexité de ce que nous sommes. C'est cette espèce de scission à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas aussi transparents qu'on veut bien le dire. On n'est pas aussi univoque qu'on voudrait bien le croire. On peut consentir et pourtant de telle manière que c'est contre notre volonté. Je vais essayer de vous le faire comprendre un peu parce que ça peut peut-être choquer, mais si vous avez le petit film qui le montre très bien, plus d'une fois, si vous avez en mémoire ce qu'on a vu, vous avez des jeunes qui ont exprimé ça. C'est je consens, mais c'est parce que, par exemple, parce qu'il y a les autres, parce qu'il faut bien, parce que, mais bon, c'est vrai que j'ai consenti, enfin, mais moi, je l'aurais pas fait. Enfin, vous voyez, ce genre de déchirure intérieure. Et puis, vous avez deuxième complexité de ce que nous sommes en tant qu'être humain, et il faut sans doute l'accepter aussi, ou en tout cas, il faut composer avec ça, c'est que nous sommes dans le temps. Et en étant dans le temps, eh bien, nous ne sommes jamais à l'abri d'un changement d'attitude. Je peux
je vais vous donner des exemples tout à l'heure, on terminera avec ça. Je peux refuser quelque chose à un moment et puis après coup me rendre compte que j'ai eu tort de refuser. Je peux refuser des choses et on m'a imposé contre ma volonté des choses et après coup seulement, je peux dire heureusement qu'on l'a fait. Je peux consentir à des choses et puis après coup me dire mais j'ai fait une bêtise à consentir, j'aurais jamais dû le faire. Enfin bref, donc le fait que nous sommes dans le temps fait qu'on n'ait pas une transparence toujours au clair sur soi-même et jamais dans la situation où on pourrait regretter finalement ce qui s'est passé. Évidemment que on évolue, évidemment qu'on n'est pas le même dans le temps et donc le consentement à un moment T ne présage rien de ce qui va se passer à un moment T plus 1, plus 2, plus 3, enfin quand on aura peut-être mûri ou quand on aura peut-être changé, quand on aura expérimenté. Et ça, c'est compliqué aussi. Parce que, évidemment, c'est toujours facile de dire, ah oui, mais tant pis, vous aviez consenti, donc maintenant il faut. Oui, mais enfin bon, est-ce qu'on a consenti dans les bonnes conditions, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de changer? Enfin voilà, comment on se débrouille avec ça? Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Mais je vais d'abord commencer, si vous êtes d'accord, par la première déchirure intérieure qui fait que ce n'est pas toujours aussi simple qu'on aimerait, malheureusement, c'est le fait qu'on soit donc capable de consentir contre sa volonté. Ce qui est tout à fait paradoxal, c'est même une espèce de paradoxe que de le dire ainsi, et ça peut sembler être une absurdité, et pourtant, c'est vrai que ça peut arriver. Alors, de nouveau, ça va rentrer en résonance avec les témoignages que l'on a entendus. Première chose qu'on peut dire, c'est le plus banal ici, mais tout le monde l'expérimente et vous le vivez comme moi vraisemblablement, c'est qu'effectivement, dans la vraie vie, mais il y a plein de choses que l'on fait sans vraiment le vouloir, donc on consent sans vraiment le vouloir. Par exemple, le fait, pour la plupart d'entre nous, d'aller travailler, est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé de, à certains moments, ne pas avoir envie de travailler? Donc, si vous vous écoutez profondément, ben, si je faisais ce que je veux, en fait, je n'irais pas travailler aujourd'hui. Mais néanmoins, vous vous levez le matin quand même et vous allez quand même travailler sans que personne ne vous force à le faire. Donc, il y a une espèce de consentement au fait qu'il faut bien travailler, mais qui rentre en opposition avec le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie. C'est une banalité, ce que je vous raconte ici, hein, rien d'extraordinaire, mais qui montre bien que dans la vie de tous les jours, hein, si vous prenez l'exemple du travail, donc un exemple parmi d'autres, eh bien, c'est vrai qu'on se retrouve dans cette drôle de situation. Je le fais de moi-même parce qu'il faut bien, donc je consens apparemment, mais c'est quand même contre ce que j'ai envie ou ce dont j'ai besoin maintenant, ce que je suis capable. Voilà, je ne suis pas en état parce que je me tracasse pour mes enfants. Et donc, voilà, si ça ne tenait qu'à moi, je resterais à la maison pour m'occuper de mon enfant. Donc, il y a plein d'obligations sociales de ce genre-là, d'obligations qui nous paraissent tellement normales parce que ça fait tellement partie de notre culture que l'on se retrouve et on n'y prête pas trop attention parce qu'on fait ce qu'on nous dit de faire et puis c'est tout. Hein, on se retrouve dans cette espèce de scission intérieure entre ce qu'on doit faire et ce qu'on voudrait, mais qu'on ne peut pas malheureusement. Si vous, donc vous, alors vous comprenez, on est bien obligé de dire, enfin je pense, si on veut rendre la vie sociale possible, on doit bien constater, enfin moi je ne sais pas comment on peut s'en sortir autrement, de dire ben, le consentement n'est pas prioritaire. Enfin, si tout le monde devait consentir pour aller travailler le matin, c'est-à-dire être en accord entre ce que je dois faire et ce que je veux, ben, il y aurait plein de gens qui n'iraient jamais travailler ou qui n'iraient plus travailler. Enfin, la vie sociale deviendrait effectivement insupportable. Donc, est-ce qu'il faut exiger partout le consentement, toujours en permanence, et s'il n'y a pas de consentement, c'est une tragédie? Ben, peut-être qu'on doit éduquer nos enfants, qu'on doit s'éduquer nous-mêmes à accepter que la vie, c'est un peu plus compliqué et que, effectivement, le consentement n'est pas toujours la pièce centrale de la vie et qu'on doit pouvoir faire des choses, consentir d'un certain point de vue, mais contre effectivement, hein, la volonté, donc un consentement qui n'en est pas vraiment un consentement au rabais, si vous voulez, à moitié. Enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. Maintenant, deuxième chose, et là, on va développer un petit peu plus. C'est un auteur que j'aime beaucoup qui nous aide à réfléchir à cela, à comprendre cette scission intérieure qu'il peut y avoir en nous. C'est un auteur, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans votre cadre, c'est un auteur qui s'appelle Heidegger. Et Heidegger, donc, c'est un philosophe qui sent un peu, enfin, qui est un peu, comment,
réprouvé aujourd'hui parce que, donc ça vous devez le savoir, comment donc il est mort dans les années 70, mais on a découvert récemment, on a pu consulter récemment ses cahiers privés et on s'est rendu compte que c'était un philosophe allemand qui était antisémite. Donc, du coup, on a des scrupules d'en parler parce que, bon, c'est pas qu'on cautionne son antisémitisme, mais enfin, on fait de la publicité à quelqu'un qui était manifestement un salaud. Enfin bon, c'est pas parce que c'est un salaud que ce qu'il a réfléchi devient faux. Hein. C'est pas parce qu'un salaud vous dit 1 plus 1 égale 2 que vous allez dire, ben, puisque c'est un salaud qui le dit, donc ce qu'il dit est faux. Ben non, 1 plus 1, ça fait quand même 2, même si c'est un salaud qui le dit. Donc voilà, enfin, donc Heidegger, c'est quelqu'un qui est un peu sulfureux aujourd'hui, qui n'est plus du tout en odeur de sainteté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais n'empêche qu'il a donc influencé pas mal de penseurs juifs, notamment, donc ce qui est interpellant pour un penseur antisémite. Il a influencé pas mal donc, des gens comme Lévinas, Léo Strauss, Hannah Arendt, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une certaine notoriété, qui a influencé tout le courant existentialiste. Et dans les années 20, donc, il écrit un ouvrage qui s'appelle Être étant, Sein und Sein, Être étant. Et il va jeter ainsi les bases de l'existentialisme. Et il y a une idée donc, qui m'intéresse ici par rapport à notre sujet du consentement et de cette division intérieure dans laquelle nous pouvons être, qui fait que c'est jamais facile de dire mais on consent pas, est-ce que c'est possible de consentir en toute clarté, en toute transparence. Alors voici ce qu'il dit. Et je trouve que c'est interpellant comme lecture, donc je ne sais pas si ça vous interpellera, mais moi en tout cas ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai découvert ce genre d'auteur avant tous les débats sur son antisémitisme, il est vrai. Il dit ceci, il dit, quand vous regardez comment nous vivons notre vie ordinaire, il faut bien constater, donc déjà à son époque, mais ça reste vrai pour nous aujourd'hui, il faut bien constater que nous avons une vie qui est fondamentalement une vie impersonnelle. On pourrait dire, pour le dire autrement, une vie sociale, si vous voulez. Mais l'idée ici, c'est parce qu'en soi, c'est pas mal d'avoir une vie sociale, bien sûr, mais ici, donc, vous voyez, c'est un peu plus particulier. C'est l'idée que cette vie sociale que nous avons, cette vie commune, est une vie qui est une vie fondamentalement impersonnelle. C'est la vie de tout le monde. Donc, pour le dire simplement, pour que vous voyez de quoi on parle, c'est vrai que quand vous avez été enfant, ben, vous avez été à l'école, en primaire, peut-être en gardienne déjà, puis en primaire, puis dans les secondaires. Puis après, vous avez peut-être fait des études, hein, haute école ou université. Eh bien, on dira, ben, toute cette vie que vous avez eue étant enfant, ben, c'est vrai que ben, vous avez été à l'école. Pourquoi? Ben, parce que quand on est un enfant, dans notre culture à nous, on, impersonnel, on va à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est comme ça que ça va, enfin. Et vous avez été à l'école comme tous les enfants du monde, en tout cas tous les enfants dans les pays occidentaux, parce que on va à l'école quand on est un enfant. Et puis, on se choisit un métier parce que on doit bien travailler à un moment donné. Et puis, on vit avec quelqu'un parce que ben, vivre en couple, c'est bien. Et puis, on a des enfants ben, parce que quand on vit en couple, on a des enfants. C'est comme ça que ça va. Et puis, on part en vacances en hiver ou en été parce que quand on est en hiver ou en été, ben, on prend des vacances. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça va aussi. Et ainsi de suite. Et puis, un jour, vous prendrez votre retraite. Parce que quand on a 65, 7 ans, on prend sa retraite comme tout le monde. Et puis un jour, on meurt parce que ben, on doit bien mourir, c'est comme tout le monde, c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans le cadre du travail, par exemple, pour surenchérir, on se rend compte aussi, vous l'avez peut-être déjà vécu, à quel point c'est vrai qu'il y a un rapport au travail qui est finalement impersonnel quand on voit qu'on peut être licencié sans aucun problème ou quand on voit qu'on peut être remplacé sans aucun problème. Que ce soit vous ou un autre, bon, du moment que la machine tourne, hein, c'est toujours bon. Ce que vous êtes comme personne ne compte pas. C'est pas qu'on est dans un système de violence, mais ce qu'on retient, ce qu'on joue comme jeu le plus souvent, c'est de vivre effectivement une vie qui est la vie de tout le monde, la vie de personne, la vie du on. Et dans cette logique, donc vous voyez bien, dans ce mouvement que l'on suit, parce que vivre, ben, c'est vivre ça, c'est faire comme les autres, c'est suivre ce que la société nous dit de faire, eh bien c'est vrai qu'il y a comme une espèce de consentement qui est là, qui n'est pas vraiment thématisé. On joue le jeu parce que c'est normal. Hein, c'est l'exemple du travail de tout à l'heure hein, que j'avais pris de manière isolée. Donc, on joue le jeu parce qu'on doit bien vivre dans son époque. On a un GSM parce que c'est normal d'avoir un GSM. On a une voiture parce que c'est comme ça aujourd'hui. Comment voulez-vous faire ça? Enfin, voilà, on suit le mouvement, tout simplement. Donc,
il y a effectivement une vie qui est parfois toute notre vie. Donc, quand vous discutez avec des personnes âgées, c'est très intéressant à faire. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a chaque fois bouleversé quand j'étais amené à le faire. Ce sont des personnes, hein, quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez vécu qui est vraiment votre vie? Et c'est terrible de voir, les quelques fois où j'ai été amené à parler de cela, en tout cas, de voir certaines personnes, c'est pas vrai de tout le monde, mais de voir certaines personnes qui, effectivement, quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez vécu qui est vraiment votre vie à vous? Pas ce qu'on vous a dit de faire, comme les autres, parce que c'est comme ça, mais votre vie, des choix que vous avez vraiment posés. Eh bien, il y a des gens, ils cherchent. C'est pas évident. Ben, je me suis marié parce que c'était comme ça, c'était normal, j'ai eu des enfants. Enfin, donc même à propos de choses importantes, ils se rendent compte que ben, on a suivi le mouvement, quoi. Donc c'est pas que j'ai pas aimé faire tout ça, mais c'est comme les autres. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait vraiment de ma vie? Eh bien, c'est parfois le désert, ou en tout cas, c'est plutôt ça que je crois constater, ça ne saute pas aux yeux d'emblée, tellement on est absorbé donc par cette existence. Donc on est pris dans ce jeu, hein, d'une vie à laquelle on consent parce que c'est la vie de tout le monde, c'est la vie qu'on doit avoir. Y a une formule que j'aime bien, hein, qui vient de Heidegger, qui dit ceci, qui est une formule que je trouve terrible, qui dit, dans le fond, quand on regarde son existence dans le rétroviseur, c'est vrai que trop souvent, on a l'impression de n'avoir été rien d'autre que le produit de son siècle. Donc, si je regarde dans ma vie, ben, finalement, j'ai vécu, ben, ce que mon siècle m'a imposé. Et donc, j'ai une voiture comme tout le monde. Et donc, j'ai mené des combats parce que c'était les combats de l'époque. Et j'ai protesté parce que c'était bien de protester. Enfin, voilà, j'ai fait comme tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Je ne suis rien d'autre que le produit de mon siècle. Et donc, la question qui se pose à Heidegger, évidemment, et c'est là qu'il va montrer qu'il y a une scission en nous. Nous sommes à la fois cet être social. Comment voulez-vous y échapper? Il n'y a pas moyen. Enfin, donc, puisqu'on vit avec d'autres, on vit dans une culture, donc forcément, c'est pas qu'une critique, c'est un constat d'abord, évidemment, hein. Mais la question se pose, par conséquent, vous la voyez arriver, hein, c'est est-ce que nous sommes condamnés à n'être que ça? Et à consentir à ce que notre époque veut que, hein, par exemple, si vous avez des personnes qui ont des troubles en santé mentale, eh bien, il va de soi qu'il faut se faire soigner, et hop, et c'est parti, hein, et on les force à se soigner si jamais ils ne veulent pas se faire soigner, etc. Voilà, et on suit le mouvement. Est-ce que nous sommes condamnés à suivre ce qu'on nous dit qu'il faut, qu'il faut faire et à y adhérer d'un certain point de vue? Eh bien, évidemment, Heidegger va montrer que, et c'est là la scission, la distinction qu'il essaye de faire apparaître, c'est que nous ne nous réduisons pas à être une vie impersonnelle. Évidemment qu'on ne se réduit pas à cela. Et pour essayer de faire apparaître le fait que nous sommes autre chose que cette vie impersonnelle, parce que s'il n'y avait que ça, ben après, ben on se dirait, ben tant pis, il n'y a que ça, et il faut faire, et voilà, c'est ça la vie d'un être humain. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, pour essayer de faire apparaître, en fait, une couche plus profonde de notre être, qui est une couche personnelle, donc, juste vous raconter comment il le fait apparaître, enfin, je vais simplifier, mais c'est un peu ça l'idée. Il dit, pour pouvoir prendre conscience que nous sommes aussi un être unique et irremplaçable, la seule expérience possible qui vous y ramène d'une façon fulgurante, en fait, je pense qu'il y a d'autres moyens, mais enfin, lui en voit un qui est fulgurant, c'est la confrontation à notre mort. Alors pourquoi? Ben, tout simplement pour la raison suivante, c'est que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, vous pouvez être remplacé. Donc, par exemple, dans votre métier, je viens de le dire, ben, si jamais vous arrêtez, c'est pas grave, on ferme le poste ou bien quelqu'un d'autre prendra votre place. C'est pas compliqué, vous êtes remplaçable. Si vous avez des enfants, c'est vrai qu'il n'y a que vous qui êtes la mère ou le père de votre enfant. Ça, c'est pas faux. Mais même si vous mourrez, quelqu'un d'autre, d'autres adultes peuvent vous remplacer pour éduquer vos enfants. Ils ne peuvent pas vous remplacer comme mère ou comme père, on n'en a jamais qu'une et un, mais la fonction éducatrice peut être assumée par d'autres adultes, sans aucun problème. Donc, même si vous êtes marié, donc là c'est plus cruel évidemment, mais vous pouvez vous rendre compte parfois aussi, dans certaines trahisons, que d'autres peuvent aimer la personne que j'aime et peut-être la rendre plus heureuse que je ne suis capable de faire moi-même. Donc, enfin voilà, on est remplaçable à tous les étages. Il y a une seule chose, une seule expérience, dit Heidegger, où vous n'êtes pas remplaçable. Là, malheureusement, il n'y a personne qui pourra le faire à votre place, c'est quand vous aurez à mourir. Donc, les situations de vie qui sont des traumatismes, qui vous confrontent à votre mortalité,
où là, tout d'un coup, on a frôlé la mort de près, si vous voulez. Hein. C'est vrai que c'est traumatisant, hein, donc en général, ce n'est pas des parties de plaisir, mais ça a cette vertu, quand on retombe sur ses pattes, que ça nous a confrontés à ce que nous sommes en tant que personnes uniques et irremplaçables. Là, dans cette confrontation à la mort, je me rends compte que je ne suis pas que un produit social, comme tout le monde, remplaçable. Là, ça m'éveille au fait que je suis un individu unique et singulier, parce qu'il n'y a que moi qui peux assumer ça pour moi, et personne ne peut le faire à ma place. Et à partir de là, donc c'est ça qui est assez intéressant aussi, pour aider les gens à voir à quoi ils consentent, etc., mais de manière personnelle. À partir de là, dit Heidegger, il y a une deuxième vertu, même si ce n'est pas très gai, évidemment, ce genre d'expérience, c'est que quand vous avez pris conscience, et ce n'est pas au niveau intellectuel, hein, c'est au niveau des tripes, évidemment, quand vous avez pris conscience que vous êtes mortel, qu'on peut mourir à chaque instant, on peut mourir jeune, on peut mourir vieux, enfin, en tant que vivant, nous sommes concernés par cette question, eh bien, ça vous renvoie à l'urgence de décider pour vous ce qui fait que votre vie a du sens. Et c'est des choix que vous poserez là, qui sont des choix effectivement personnels. Ça peut, par exemple, être le fait que moi, ce qui est très important dans ma vie, c'est mon métier, et donc je vais continuer dans mon métier, mais non plus parce qu'on doit bien avoir un métier, mais parce que mon métier a du sens pour moi, et que du coup, je l'investis parce que personnellement, ça me dit quelque chose, ce que je suis en train de faire. C'est rester en couple, éventuellement, ou avoir des enfants, mais non plus le faire parce que c'est comme ça dans la vie et que voulez-vous, mais c'est le faire parce que je l'ai choisi. Donc, la confrontation à la mort, vous voyez bien, est une confrontation qui nous ramène à cette scission intérieure que nous vivons. D'un côté, nous faisons partie d'une collectivité et on adhère à des choses qu'on nous impose, qu'on on n'a pas vraiment le choix. Et en même temps, l'expérience de la confrontation à la mort nous renvoie à cette volonté personnelle où tout ne fait pas sens pour nous, où nous avons des priorités, des choses effectivement qui nous parlent, d'autres moins. Et c'est à partir de là que l'on peut exprimer un véritable consentement, c'est-à-dire un consentement, pour reprendre la scission dont je vous parlais tout à l'heure, consentement qui inclut le fait que d'un côté, je consens, mais avec ma volonté qui y adhère. Non plus je consens sans ma vraie volonté, je consens contre ma volonté, c'est parce qu'on me dit, par exemple, les jeunes évoquaient tout à l'heure, hein, donc, je ne fais qu'en fait faire des périphrases sur ce que les jeunes racontaient très bien dans le petit film qu'on a vu, hein, quand ils disent on doit aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils nous disent si ce n'est ça? C'est on doit aller à l'école et donc on y consent d'un certain point de vue, on y va puisqu'il faut bien qu'on y aille, et puis les profs nous disent qu'on doit faire des choses, on les fait parce que c'est un rapport d'autorité, c'est comme ça, mais si vous entendez bien, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a là un jeu social auquel on adhère plus ou moins, mais qui effectivement n'est peut-être pas en adéquation avec la volonté profonde qui est la mienne. Consentement sans volonté. Mais on joue le jeu, parce qu'il faut bien. Et ce qui est donc redoutable dans la perspective de Heidegger, c'est est-ce qu'on ose demander aux jeunes ou aux moins jeunes, hein, à chacun d'entre nous, est-ce qu'on ose effectivement donner la parole à cette volonté personnelle que nous pouvons avoir, à ce que nous sommes comme individus, à proprement parler, ce qui n'empêche pas qu'on vit avec les autres, et donc on sait bien que tout n'est pas possible, mais est-ce qu'on ose donner une voix? Est-ce que, éventuellement, pour le dire encore autrement, est-ce que, parce que d'après Heidegger, en tout cas, on est souvent dans ce cas-là, c'est qu'on est tellement absorbé par la vie sociale qu'on ne sait même pas ce qu'on veut vraiment. C'est terrible. Et donc, c'est vrai qu'on a, et ça vient encore fragiliser le consentement, on consent donc à toute une série de choses qu'on nous impose sans même avoir conscience que ça va contre notre volonté profonde, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas qui on est, tout simplement. Donc, ça, c'est un premier point, c'est qu'il y a effectivement dans la vie de tous les jours, parce que nous sommes ce que nous sommes, il y a toute une série de situations où nous consentons sans vraiment le vouloir. Parfois, nous n'avons même pas conscience que c'est contre notre volonté. Et dans le meilleur des cas, nous avons conscience que oui, c'est vrai qu'on a dit oui, mais enfin, si on avait pu choisir, on ne le ferait pas. Donc, ça, c'est une première porte d'entrée, si vous voulez, qui montre que le cogito transparent, hein, parce qu'on appelle dans le jargon le cogito transparent, donc le sujet transparent qui sait ce qu'il veut, c'est limpide, c'est clair et c'est toujours univoque, c'est peut-être un peu simpliste en fait.
que notre vie, c'est vrai, c'est d'être partagé, de ne pas toujours savoir, d'hésiter, d'être pris dans des conventions, et puis en même temps, ben, il y a ce qu'on veut vraiment, mais est-ce qu'on ose être à la hauteur de ce qu'on veut vraiment, hein, quand les jeunes, je vais en dire un mot maintenant, évoquer le fait que parfois on est pris dans des relations et on n'ose pas choquer celui qui est en face de nous, donc on dit oui alors qu'on voudrait dire non, c'est terrible d'entendre des trucs pareils. Alors, ça soulève effectivement, donc, deuxième approche autour de consentir sans, contre sa volonté. La deuxième approche, c'est tout simplement ceci, c'est le fait que nous sommes dans des relations. Alors ici, on peut quitter le lien social pour être dans des relations interpersonnelles. Et c'est vrai que ben, là aussi, on est face à une complexité qui fait que c'est jamais aussi simple que je veux pas. Il y a des situations simples, bien sûr, mais dans les relations que nous avons avec les autres, ben oui, mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'on est pris dans des jeux de séduction, la peur de décevoir l'autre, etc. C'est-à-dire que ce qui est en jeu ici, et ça c'est une question qu'on peut travailler avec les personnes qui ont du mal à exprimer leur consentement ou à exprimer leur refus, hein, c'est effectivement tout ce qu'on pourrait résumer, s'il faut essayer de le dire d'un seul mot, c'est ce qu'on pourrait résumer à travers la notion de faux self. Donc, faux self, vous connaissez ça, c'est-à-dire on a tous un peu cette dimension-là, hein, d'une façon ou d'une autre. Ça peut devenir maladif et excessif, mais on est tous pris un peu là-dedans. C'est le fait que dans nos relations avec les autres, nous avons une tendance, effectivement, à nous comprendre à partir de ce que les autres veulent. Et il y a ce souci, effectivement, de ne pas choquer l'autre, de ne pas décevoir l'autre, de répondre à ses attentes éventuellement. Et vous voyez le drame arriver, qu'on ait de l'empathie et qu'on essaye de tenir compte de l'autre en face de soi, ben, c'est normal, évidemment, mais ça peut devenir pathologique, ça peut devenir source de souffrance quand ça devient excessif. Et quand vous avez des individus, donc il y a pas mal de professionnels dans nos secteurs qui sont pris là-dedans, hein, quand effectivement, donc en tant qu'individu, on en vient pour faire plaisir à l'autre, parce qu'on se comprend toujours à partir de l'autre, on en vient à renier ses propres désirs. J'ai peut-être déjà parlé de ce sujet-là. Il y a un titre qui me revient toujours en tête quand j'évoque ce sujet des faux self, donc des gens qui se comprennent à partir des autres, qui mettent leur centre de gravité dans les autres. Il y a un titre d'ouvrage qui illustre assez bien ce que sont ces personnes. C'est un livre de Bettelheim qui s'appelle La forteresse vide. Alors ça parle d'autisme, le sujet n'est pas celui qu'on traite ici, mais le titre est une belle image, je trouve, pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, à force de se comprendre à partir des autres, donc par exemple pour les jeunes, il y en a qui ont évoqué ça à partir de mes parents. C'est mes parents qui décident, c'est eux qui savent, etc. Et je suis pris dans une relation où je dois toujours faire attention à ce qu'ils me disent. Ça peut être les profs, ça peut être une personne amoureuse de moi, ça peut être un ami, ça peut être tout ce que... Donc, à force de se comprendre à partir des autres, peu importe la relation dans laquelle on est, pour pouvoir satisfaire les désirs de l'autre, parce qu'on a trop peur de le décevoir, trop peur de le choquer, eh bien, le prix à payer, c'est là que vous avez cette forteresse vide, eh bien, vous avez effectivement à renoncer, à ravaler vos propres désirs. Donc, ce qu'Heidegger nous apprenait en disant il y a une volonté profonde qu'on ignore parfois. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ignore cette volonté profonde? Parce qu'on est tellement pris par le jeu social, par les attentes des autres, qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. On fait ce que les autres nous disent, tout simplement. Consentement sans la volonté. Faux self, les faux self, quand ils parlent, enfin, ce qu'on appelle les faux self, quand ils évoquent leur situation, et donc on en a eu le témoignage tout à l'heure, eh bien c'est vrai que ce qu'ils expriment, c'est parfois, ben oui, mais c'est pour ne pas décevoir, enfin, c'est pour ne pas choquer l'autre, c'est parce que j'ose pas, parce que si je dis... Et donc ici, il y a quelque chose qui est fort intéressant. Donc voilà, donc dans nos relations, d'abord, enfin, je termine l'idée pour ne pas m'éparpiller. Donc premier thème, c'est effectivement, vous voyez bien, puisque nous sommes pris dans des relations, il y a les autres, etc. Ben, c'est vrai que on est souvent pris dans ce décalage entre ce qu'on fait parce qu'il faut bien et ce qu'on voudrait mais qu'on n'ose pas. Et donc le consentement, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que je dis ou est-ce que c'est ce que je vis? Si le type a dit je veux bien, ah ben il a dit qu'il voulait bien, donc il a consenti, donc on y va, et hop, on est parti sans avoir même écouté ou rendu possible l'expression de ce que la personne voulait profondément.
Donc, le consentement peut devenir un jeu de dupes de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas donné la parole, évidemment, à cette volonté profonde. Alors, ce qui est important, enfin, en tout cas, moi, ce que j'en dégage quand j'ai cette lecture-là, c'est que, du coup, ça nous permet de voir ce qu'on peut faire avec des personnes qui sont prises là-dedans. En tout cas, ça nous ouvre une piste de réflexion. La piste de réflexion, si on pense que c'est important que l'on puisse consentir, mais profondément, donc on puisse exprimer son désir, oser dire non, éventuellement, etc., etc., ça veut dire qu'il y a une chose que l'on doit sans doute travailler avec les personnes qui sont prises là-dedans, qui sont mal embarquées, qui se sentent un peu prises en otage, c'est tout simplement la capacité de décevoir l'autre. Souvent, enfin, l'impression que j'ai, moi, c'est quand j'entends donc les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, notamment, quand on entend des personnes en parler, c'est la peur dans laquelle elles sont effectivement de décevoir quelqu'un qu'elles veulent protéger, enfin, qu'elles n'imaginent pas choquer, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et cela, ça suppose la capacité par conséquent, donc d'abord accepter qu'on puisse blesser des gens, qu'on puisse donc les décevoir, et ça suppose, dans mon jargon à moi, ça suppose donc par conséquent de pouvoir habiter sa propre, donc ce qu'on appelle en philosophie sa propre solitude. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on essaye de vivre ensemble, bien sûr, mais n'empêche, les autres, c'est pas moi. Et donc les autres peuvent être choqués par mes refus ou par mes consentements, mais en attendant, le fait qu'ils soient choqués, ça leur appartient et je n'en suis pas responsable. Moi, j'ai le droit de pouvoir dire non ou de pouvoir dire oui si j'ai de bonnes raisons de le faire. Mais vous comprenez bien, c'est très facile à dire ça. Pour que ça soit vécu, pour qu'on ait le courage de dire ce qu'on veut vraiment, au risque de décevoir les autres, ça suppose d'abord qu'on ne se sente pas perdu si effectivement on n'est plus aimé par les autres. Si effectivement, pendant un certain temps, l'autre va me reprocher, va m'en vouloir, etc., etc. Si on n'est pas capable de résister à ça, vous pouvez faire tous les beaux discours que vous voulez sur le consentement, ce sera toujours un jeu de dupes qui sera toujours finalement soumis à la peur du regard des autres, à la peur du jugement des autres, et qui fait que on consent à quoi? On consent à ce qui fait plaisir aux autres finalement. Et on se renie donc dans cette affaire-là. Il y a plein d'exemples que l'on peut donner. Je vais juste en citer un ou deux pour rendre ça concret peut-être, parce que j'ai toujours le souci que vous voyez que j'essaye de ne pas faire trop de théorie et que je pars toujours de situations concrètes. Des gens qui sont pris dans ce que je vous raconte ici, on aurait peut-être pu l'entendre enfin, on l'a un petit peu entendu avec les personnes âgées. Moi, je l'ai entendu là dans des séminaires de réflexion. Ce sont des grands-parents qui disent on n'ose pas dire à nos enfants qu'on n'a pas envie aujourd'hui de garder leurs enfants. Pourtant, on aime bien nos petits-enfants. Ce n'est pas un problème de on n'aime pas, etc. On adore nos petits-enfants, mais il y a des jours où on est fatigué, on a envie de faire autre chose. Eh bien, c'est terrible de constater que quand ils sonnent à la porte pour qu'on s'occupe de leurs enfants, nos petits-enfants que nous adorons, eh bien, tant pis pour nos désirs, tant ce qu'on veut, on fera ce qu'ils ont demandé. Voilà. Et quand on creuse ce genre de situation banale, donc c'est une situation qui n'a rien d'extraordinaire, n'empêche qu'on se rend compte, c'est la peur de décevoir nos enfants, la peur de les choquer, la peur qu'ils nous en veuillent, la peur que peut-être du coup, ils ne veuillent plus qu'on voit nos petits-enfants. Enfin voilà, c'est toutes ces peurs-là qui nous gangrènent et qui font que on consent à ce qu'on nous demande, mais contre notre volonté parce qu'on n'avait pas envie aujourd'hui. Enfin, voilà une situation qui montre bien cette complexité dans laquelle on est pris. On n'est pas une pure raison transparente à elle-même qui sait ce qu'elle veut et qui l'assume. On est limité, on a nos faiblesses, on a peur de la réaction des autres et donc on compose. Et la vraie vie, c'est une vie où parfois on est amené à composer de cette façon-là. Donc de telle manière que, c'est le titre de ce point, on consent effectivement. Personne ne m'a forcé à prendre mes petits-enfants au final, mais c'est quand même contre ma volonté. Et voilà donc la difficulté dans laquelle on est. Donc, mais je vois qu'on me rappelle qu'il ne reste plus que 5 minutes. Donc, 10. Donc je vais terminer alors avec l'autre point qui montre la complexité. Donc, premier point, c'est vrai qu'à l'intérieur de notre tête, ce n'est pas évident parce qu'on a plusieurs motivations et que ce n'est pas facile de mettre tout ça en accord. Et donc, parfois, on consent, mais contre autre chose qu'on voulait faire. Deuxième thème que je voulais rapidement aborder, qui est plus simple ici, qui est plus évident, mais qui montre aussi que nous ne sommes pas monolithiques et transparents à nous-mêmes. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est le fait que nous sommes dans le temps.
Donc ça, c'est une bêtise que de le dire, enfin, c'est une évidence, bien sûr, mais le fait que nous soyons des êtres en devenir, des êtres temporels, suffit déjà, il n'y a pas besoin d'un long discours pour ça, suffit déjà à comprendre que si nous sommes dans le temps, donc nous pouvons changer. Et si nous pouvons changer, soit confirmer ce que l'on est de plus en plus et on se sclérose dans une posture, soit au contraire changer parce que les circonstances de la vie nous changent, ça veut dire que le consentement d'un jour peut devenir le refus du lendemain. Et la question, quand vous travaillez avec des gens, quand vous accompagnez des personnes, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce bazar-là? Alors, je vais vous donner des situations, donc juste des exemples pour que vous voyez la difficulté, parce que là, ça engage la responsabilité de qui on est face aux autres, donc responsabilité par rapport à soi-même, mais quand on doit aider quelqu'un, hein, est-ce qu'il faut son consentement, oui ou non? Donc, je vous donne deux exemples. Donc, premier exemple, c'est donc c'est sur base d'histoires réelles, hein, ce que je vous raconte ici. C'est un patient, donc on est dans le contexte du soin, un patient âgé qui a déjà subi, je ne sais plus ce qu'il a comme problème, enfin peu importe, ça ne va rien changer à l'affaire. Donc il a déjà subi 3 interventions chirurgicales pour un problème de digestion, je ne sais quoi, et ça a été malheureusement des échecs. Donc ça ne va toujours pas mieux. Alors ce monsieur, il en a marre, c'est un monsieur âgé, il a fait sa vie et il dit à sa famille et il dit aux soignants, maintenant vous me foutez la paix, je ne veux plus être opéré, c'est bon comme ça, si je dois mourir, je mourrai, mais par pitié, vous me foutez la paix. La famille comprend que le type, il en a marre d'être opéré, d'être tout le temps à l'hôpital. Les soignants comprennent aussi la situation de ce monsieur et donc, ben oui, c'est tout à fait raisonnable, même si c'est dommage, mais c'est tout à fait raisonnable voilà, ben, d'accepter le refus de soins de ce monsieur. Il a donné, maintenant, ça suffit. Le médecin, le médecin, lui, décide que non, on pourrait encore tenter une 4e opération. Et donc, bah, tout le monde lui dit non, il n'en veut pas, foutez-lui la paix. Donc, l'histoire que je vous raconte date de quelques années. Donc, c'est-à-dire que le droit des patients existe. Hein. Donc, on sait que le consentement, c'est important. Si jamais il n'y a pas de consentement, on peut aller enfin, pas en prison, mais en tout cas en justice. Enfin, voilà, donc on joue avec des choses. Le médecin dit, je l'opère. Et donc, il se débrouille pour que, tant pis, personne n'est d'accord, mais je l'opère une 4e fois. Le type est opéré une 4e fois contre sa volonté. Donc, il est parvenu à le persuader, à le contraindre. Enfin, je ne sais pas comment je ne me souviens plus comment il s'est débrouillé, mais il est parvenu à le faire, en tout cas. Et par chance, donc c'est une histoire qui, ici, donc, se termine bien. Imaginez l'inverse, ce serait une catastrophe. Par chance, l'opération, la 4e réussit. Donc, imaginez que la 4e opération soit un échec et aggrave la situation du patient, ça aurait été une autre chanson. Mais ici, donc, par chance, ça marche. Que va-t-il se passer par la suite? Le monsieur est en revalidation et à un moment donné, il demande à voir le chirurgien qui l'a opéré. Et on se dit, ouïe, 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 ça c'est le début des ennuis. Il va régler ses comptes. Il avait dit non, et donc peut-être bien que ça s'est bien passé, mais en attendant, il n'en voulait pas, donc c'est un viol de la loi, donc c'est inacceptable, etc. Et que fait le patient? Ben, vous vous en doutez évidemment, c'est quand il voit le chirurgien, il lui dit merci. Et donc vous vous rendez compte quand vous êtes devant des situations comme celle-là, donc c'est un exemple ici, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de savoir ce qu'on doit faire dans tous les cas quand on a quelqu'un qui vous dit librement et pour des raisons qu'on peut même comprendre, je ne veux pas. Il y a des situations où manifestement, et on n'est pas à la place des gens, donc c'est difficile d'en parler, mais voilà, les gens ont l'intuition que ben, il dit non, mais n'empêche qu'il faut quand même le faire, qu'ils vont quand même le faire donc contre le consentement de la personne. Et les gens étant dans le temps, une fois soigné, évidemment, vous n'êtes plus le même qu'avant l'opération. Ça a bien marché, sa vie a pu être simplifiée, en tout cas soulagée. Et évidemment, cette personne qui était dans le refus, maintenant, évidemment, va vous dire après coup merci. Autre exemple que je vous donne du même genre, qui montre bien la complexité de est-ce qu'il faut accepter le consentement par le consentement. Si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires pareilles ou vécu ce genre d'histoire. Vous mettez, donc, vos enfants ont un talent pour faire de la musique. Donc, on les met au solfège ou on les met dans un truc où on apprend à faire de la musique sans solfège, peu importe. Et puis vient le moment délicat où ben, voilà, c'est l'adolescence, on ne veut plus aller au solfège, on ne veut plus faire des cours, etc. Je vais déjà à l'école, foutez-moi la paix, etc. Et votre enfant dit non, je ne veux plus. Voilà, c'est comme ça, je ne veux plus, je ne veux plus. Il y a des parents et des familles où on force l'enfant à continuer.
tu iras, tu t'es engagé, tu continues. C'est non négociable. Et il y a un rapport de pression, de menace éventuellement, enfin, donc c'est parfois un peu limite, mais on force son enfant à continuer. Est-ce que vous avez déjà entendu des cas où ces enfants étant devenus adultes, il arrive, donc ce n'est pas vrai toujours, hein, mais il arrive que certains de ces adultes disent, eh bien finalement, je dois bien avouer que heureusement que mes parents m'ont forcé parce qu'ils ont continué à faire de la musique, maintenant c'est devenu un plaisir, et puis, enfin, voilà, enfin, leur vie fait que. Mais donc ce sont des gens, quand ils relisent leur histoire, ils étaient enfants ou adolescents, ils ont clairement dit non, ils ont été contraints contre leur consentement, mais maintenant adultes, ils disent, eh ben, heureusement que mes parents n'ont pas lâché. Parce que maintenant, j'ai du plaisir à jouer de la musique quand j'ai envie, etc. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire, quand on est professionnel, quand on accompagne des gens, venir dire, bah, il y a consentement, on le fait, il y a refus, on ne le fait pas, c'était notre point de départ, c'est très simple, hein, et il faut jouer ce jeu-là un peu comme le droit nous y invite d'ailleurs. Vous vous rendez compte par rapport à des situations de vie que c'est un simplisme. La vie est beaucoup plus complexe parce que nous sommes dans le temps, parce que ben, il y a ce que nous voulons vraiment, puis il y a ce que la société nous impose, enfin, tout ce que je viens de vous raconter, et que ce n'est pas facile de savoir, quand on est face à quelqu'un qui refuse ou qui consent, de savoir toujours ce qu'il faut faire. Évidemment, enfin, je le précise pour ne pas qu'il y ait de malentendus entre nous, évidemment, si vous prenez l'exemple maintenant du viol, il n'y a jamais d'excuse à ce genre de truc. Ça, c'est une évidence. Hein, donc, on ne peut pas violer qui que ce soit et c'est niet. Et voilà. Enfin, donc ça, il n'y a pas d'excuse possible. Ici, je ne vous parle pas d'un cas comme celui-là, évidemment. Donc là, c'est un cas simple, si je puis dire, parce que c'est non, c'est condamnable et puis c'est inacceptable. Mais dans toutes les autres situations où on propose des choses, c'est pour le bien de la personne, elle ne veut pas, etc. Enfin, où vous êtes dans des situations beaucoup moins dramatiques. Hein, apprendre à son enfant à jouer de la musique, ça n'a rien à voir avec un viol, évidemment, quand même, enfin, on l'espère. Ben, n'empêche que dans ces situations, c'est pas facile à vivre, malgré tout, parce que si l'autre ne veut pas, il pleure, il veut abandonner, enfin voilà, on voit bien qu'il a du mal pour le moment. C'est pas facile de tenir bon en tant que parent, si on pense devoir tenir bon, et et peut-être d'espérer qu'un jour, donc, cet enfant sera un adulte qui finalement sera reconnaissant. Et parfois, il arrive aussi, dans ce que moi j'entends, hein, pour évoquer des bêtises, mais qui montre bien le malaise dans lequel on est, c'est que parfois on accepte de ne pas obliger son enfant à poursuivre le solfège, et puis des années plus tard, on se retrouve devant une plainte de ces enfants devenus adultes en disant, vous auriez dû m'obliger. Et du coup, ben, on se retrouve là aussi en disant, mais merde, mais nous, on a cru bien faire, enfin, on voulait te respecter, etc. Puis maintenant, tu nous le reproches, enfin, c'est un peu facile. Enfin, voilà. Mais c'est parce qu'il y a cette complexité entre ce qu'on est dans le moment, ce qu'on devient par la suite. Un consentement à un moment donné n'empêche pas un refus par la suite. Et puis, pour terminer, dernière chose, dernier exemple que je voulais vous donner, parce qu'il y a un livre qui a fait beaucoup parler de lui, et peut-être que vous l'avez lu, c'est le livre qui porte le titre Le consentement, justement, de Springora, et qui raconte quoi? Et c'est un sujet qui est très délicat. Évidemment, donc là, il faudrait pouvoir développer, mais je ne fais qu'évoquer le thème pour vous montrer cette complexité. C'est un livre qui est assez bien fait parce qu'il montre précisément, donc ça raconte, si vous ne connaissez pas l'histoire, donc ça raconte l'histoire c'est une autobiographie finalement, donc d'une jeune fille qui, vers 13-14 ans, a eu des rapports sexuels avec un adulte, qui est lui-même un écrivain, etc. Enfin bon, Masdef, enfin peu importe. Et dans ce qu'on peut lire dans ce récit et dans ce qui est mis en discussion, c'est toute la difficulté effectivement du consentement. Cette jeune fille, 13-14 ans, séduite par un homme alors que son père, elle ne l'a pas connu, enfin bon, il y a un contexte qui fait que, se sent reconnue par ce monsieur prestigieux qui est un homme public, qui publie, etc. Donc ça la valorise effectivement et donc il y a une espèce de consentement, bien sûr, enfin, semble-t-il, mais vous voyez, ça pose la question de à partir de quel âge il y a consentement. Mais enfin, quand vous racontez l'histoire, c'est ça qu'elle montre. Ben évidemment, de mon point de vue à moi, pourquoi dire non? Enfin, je suis valorisé, je suis aimé, il me raconte des choses. Et c'est évidemment en devenant adulte, en évoluant dans le temps, qu'elle se rend compte après coup. Mais est-ce que j'ai vraiment consenti? Alors que sur le moment, c'est l'impression qu'elle a eue. Enfin, en tout cas, on peut penser que c'est ce qu'elle avait l'impression de vivre. Mais après coup, vous voyez bien, on change, on devient adulte. Et évidemment, la question, ça devient, est-ce qu'il n'y a pas eu abus de pouvoir sur elle? Un adulte sur une mineure,
et donc avec une notoriété, etc. Et donc, de fait, un abus de pouvoir, c'est un consentement sans doute, mais extorqué, manipulé, hein, de la part d'un adulte sur un mineur. Et qui a raison? Est-ce qu'il faut se dire, oui, mais c'est toujours facile de juger après coup, au moment même, vous étiez consentante et il faut accepter que vous avez consenti quand vous aviez 13-14 ans. Il n'y a personne qui vous a mis un fusil dans le dos pour vous obliger. Vous avez été pris dans un jeu de séduction qui est terrible, mais vous avez consenti et vous ne pouvez pas juger après coup. Ou bien a-t-on raison de dire après coup, ben non, c'est dégueulasse ce qui s'est passé, évidemment que je n'ai pas consenti, hein, puisque maintenant je n'adhère plus du tout à ce que j'ai vécu là, et par conséquent, il faut pouvoir attaquer le gaillard, hein, pour détournement de mineurs, pour tout ce que, que vous voulez, enfin abus de personnes fragiles finalement. Et vous vous rendez compte, donc, enfin, je ne fais qu'évoquer le sujet, mais que de fait, on est mal pris dans des histoires pareilles. Parce qu'on peut se dire, en fait, la jeune fille a peut-être bien consenti, mais l'adulte n'a pas tort. Et donc, c'est les deux. Et donc, comment départager l'affaire? Enfin, c'est des trucs qui sont d'une complexité incroyable, parce que nous sommes dans le temps, que nous évoluons. Dernier exemple que je vous donne, plus banal, enfin plus banal, en tout cas qu'on entend plus souvent, et c'est peut-être un peu moins dramatique que le cas de cette jeune fille, donc Madame Springora. C'est par exemple, donc j'ai entendu ça une fois ou l'autre, donc de sources directes, donc des gens qui sont en couple, et puis ils divorcent. Et ils sont dans une guéguerre suite à ce divorce, et vous entendez madame, donc en tout cas dans les cas que je connais, c'est madame qui en parle, et qui relie son histoire de couple en disant, dans le fond, je me rends compte maintenant que les relations que nous avions, c'était du viol. Comment faut-il entendre un truc pareil? On est dans le temps, elle n'est plus évidemment la même personne qu'avant, maintenant elle est divorcée avec des reproches qu'elle adresse à son ex-conjoint, etc. Mais elle a peut-être raison de dire que dans le fond, vous voyez bien, entre ce à quoi j'ai consenti et ma volonté profonde, peut-être qu'elle a raison, qu'elle s'est retrouvée dans un couple qu'elle ne voulait pas vraiment, elle a joué le jeu d'une vie de couple où on a des rapports sexuels, c'est une évidence, mais après coup, peut-être qu'elle a raison de dire, mais ce n'était pas ma volonté profonde. Mais peut-être que c'est faux. Parce que ça peut être aussi évidemment une façon de jouer avec ce qu'elle est devenue pour essayer d'attaquer son conjoint et qu'elle était consentante réellement. Enfin, voilà. Donc c'est pour vous dire la complexité dans laquelle on est. Hein. De fait, nous sommes dans le temps. De fait, nous sommes un être social qui joue un certain jeu, mais qui n'est pas toujours en accord avec sa volonté profonde. Et donc venir dire le consentement, les gens savent ce à quoi ils consentent, ils savent ce qu'ils disent quand ils disent non, c'est peut-être un peu simpliste parce que, en tant qu'être humain, hein, nous sommes d'une complexité donc inouïe. Nous sommes ce qu'on appelle donc en philosophie un cogito blessé. Et donc toute la question, évidemment, hein, dans l'accompagnement de ces personnes, c'est d'avoir au courant de toutes ces complexités, bien sûr, et c'est de voir comment on peut aider des personnes quand elles prennent le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent, comment on peut les aider à se faire une opinion et à consentir ou à refuser, hein, de la manière la plus adéquate possible. Mais on sait que c'est difficile étant donné tout ce que je viens de vous raconter. Voilà, donc c'était juste un petit exposé pour essayer de mettre des mots sur les difficultés qui ont été dites autrement, me semble-t-il, dans les témoignages qu'on a entendus. Voilà, quand on le théorise, c'est une manière de faire, et c'est ça que je voulais donc vous soumettre. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, si vous êtes toujours là. On est toujours là, merci beaucoup. Voilà, le timing est quasi respecté. Voilà, maintenant c'est le temps du question-réponse. Oui, j'en ai relevé quelques-unes. Alors, Au tout début de l'exposé. Maïté, on t'entend vraiment pas bien. Ah. Peut-être formuler la question dans le chat et on la relayera. Il y a plusieurs questions qui sont déjà posées dans le chat, en fait. C'est pour ça. Là, vous m'entendez? Super bien, Maïté. Ok. Donc, je disais au tout début, vous parliez du courant de l'imanitude, donc cette méthode où il y a le regard, et donc il y a Marie-Flore, mais je ne sais pas si elle est encore là, qui demandait si cette méthode était applicable pour les personnes Alzheimer, si ça pouvait fonctionner.
Voilà, première question. Donc, il faut être prudent avec ce genre de choses. C'est-à-dire, donc, il faudra aller relire le livre. Ce que je sais, c'est que il y a une limite. Donc ici, donc il n'y a pas de recette pour tous les types de démence ou de confusion. Une pathologie n'est pas l'autre. Ici, l'exemple que je vous ai cité, donc le contact de pupille à pupille, là, les 40 cm, le contact physique et prendre le temps d'expliquer, ça vaut pour, en tout cas, ça marche avec des personnes qui souffrent de confusion. Donc, qui sont perdus, qui ont une mémoire, mémoire altérée, mais avec des moments de lucidité éventuellement. Donc, quand vous êtes donc ça voudrait dire, par rapport à la maladie d'Alzheimer, si vous êtes dans les premiers stades de la maladie, peut-être que ça peut fonctionner. Mais il y a un stade dans les démences, en tout cas dans ce que j'ai en mémoire, il y a un stade où ce genre de technique, malheureusement, ne suffit plus, évidemment. Et donc là, il faut trouver d'autres manières de communiquer, plus par le toucher, plus en jouant sur les affects ou des choses pareilles. Mais la verbalisation avec le contact de pupille à pupille, donc ça fonctionne dans les premiers types de démence, de confusion, mais pas un Alzheimer profond où là, la personne est vraiment déconnectée, bien évidemment. Alors là, il faut aller chercher d'autres solutions. Hein. Moi, je n'ai pas ça en tête pour le moment, mais quand vous discutez avec des spécialistes, donc des gens qui travaillent avec ce genre de population, ils arrivent à être en contact avec les personnes Alzheimer quand la maladie est réellement installée. Mais voilà, je sais que le toucher reste toujours très important, mais il y a d'autres techniques qu'ils utilisent pour essayer de mesurer le consentement de la personne à certains soins, par exemple, hein, pour essayer d'avoir son approbation. Voilà, mais donc il faudrait aller relire le bouquin Humanitude de Yves Geneste pour reprendre les conditions dans lesquelles ça fonctionne, et en sachant bien que ce n'est pas la panacée universelle, malheureusement. Mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est ça qui est fort intéressant, c'est que là où on pense qu'il n'y a plus de relation possible, donc il n'y a plus à chercher le consentement de la personne, c'est ça qui m'avait fort impressionné, c'est souvent dû au fait qu'on n'a pas cherché à voir comment on pouvait communiquer. Et ça traduit plus nos limites à nous, le fait qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, que le fait que la personne n'est pas capable d'exprimer un consentement, en fait. Et donc, l'absence de consentement est parfois la responsabilité, est non pas dans la maladie, mais dans les limites que l'on s'impose nous-mêmes, par ignorance, quoi. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours tout, hein, bien sûr. Enfin, voilà, donc je vous renvoie vers l'ouvrage pour avoir plus de précision. Ok, merci. Il y avait encore une question toujours de Madame Marie-Flore qui demandait si on consent sur base d'informations erronées, est-ce que ça va remettre en question la validité du consentement? Alors, donc si vous êtes dans des procédures, évidemment, si on peut, alors ça dépendra. Si on peut dire que les informations qu'on vous a données étaient incorrectes, le problème, ce n'est pas qu'elles sont incorrectes. Ce qu'on va devoir démontrer, c'est que la personne vous a donné ces informations-là incorrectes volontairement pour vous manipuler. Et c'est dans ce cas-là alors qu'il va y avoir un litige. Mais maintenant, vous pouvez être dans une situation où, de bonne foi, on a cru vous dire ce qu'il fallait vous dire, et puis on se rendra compte plus tard que c'était faux, mais c'était de bonne foi que la personne l'a fait. Dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas reprocher à la personne d'avoir dit ce qu'elle pensait sincèrement être vrai, bien sûr. Hein. Donc, en tout cas, en théorie, un consentement, évidemment, sur des informations que l'on sait être fausses, c'est un consentement qui n'en est pas un, ça c'est une évidence. Hein. Mais maintenant, dans un litige, dans un conflit, il faudra démontrer que l'information fausse est bien l'expression d'une manipulation volontaire. Par exemple, puisque dans les petits films, il y avait ça a été vite évoqué comme ça par quelqu'un, et il ne faut peut-être pas s'apesantir là-dessus, mais c'est tout l'enjeu que certains dénoncent aujourd'hui avec la crise Covid que nous traversons. Donc, il y a des gens qui sont très prudents, très réservés, voilà, qui se posent plein de questions et qui disent, ont-ils raison ou pas? Enfin, ici, on écoute ce qu'ils disent, et qui disent, on est en train de nous désinformer en réalité. Donc, les médias, etc., nous donnent des informations biaisées qui vont toujours dans le même sens. Et donc, le consentement des gens qui se font vacciner, puisqu'on part du principe que soi-disant ils consentent, eh bien, en fait, c'est un consentement qui est biaisé.
Est-ce qu'on parle aux gens des risques des vaccins? Est-ce qu'on parle aux gens du fait qu'ils ne sont peut-être pas protégés s'ils sont vaccinés? Est-ce qu'on dit ce genre de choses? Ou bien est-ce que le seul message qu'on leur dit, c'est bravo, vous participez à la solidarité collective et vous êtes quelqu'un qui prend ses responsabilités? Qu'est-ce qu'on dit exactement aux gens? Donc voilà, dans les conflits que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui mettent l'accent là-dessus en disant on nous désinforme, ils essayent de le démontrer, et du coup, ce qu'ils essayent de montrer par conséquent, c'est que le consentement des gens qui se font vacciner est un faux consentement, parce que c'est un consentement manipulé. Et par ailleurs, donc dans ce débat-là, si vous voulez l'appliquer à ce que nous vivons aujourd'hui, hein, dans les débats, donc moi je ne prends pas position ici, donc simplement quand vous écoutez les gens qui jouent avec tout ça, on dira par ailleurs, on nous met tellement la pression avec le Covid Safety Ticket et ce genre de choses, que est-ce que l'on consent vraiment librement? Souvenez-vous, une des conditions du consentement, c'est la liberté, hein, le fait que je choisis par moi-même sans être contraint, sans être poussé dans le dos. Est-ce que vraiment les gens sont mis en situation de consentir librement? Ou est-ce qu'au contraire, vu tous les empêchements auxquels vous êtes confrontés si vous n'êtes pas vacciné, évidemment que pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir sortir, boire un verre, on n'a plus le choix, quoi. Mais est-ce que c'est un consentement, ça? Et donc, de fait, vous avez des gens qui attaquent de ce côté-là, en disant, soi-disant, la vaccination est libre et suppose un consentement, et quand vous regardez le cirque dans lequel nous sommes, en réalité, aucune des conditions n'est remplie pour avoir un vrai consentement. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Mais en attendant, ce sera l'axe qui va être utilisé pour essayer d'aller en justice, s'ils pensent devoir aller en justice, etc., évidemment. Donc, pour qu'il y ait consentement, un consentement valide, il faut que l'information soit loyale. Donc, on n'est pas obligé de tout dire, parce qu'on ne peut pas tout dire, ce n'est pas possible, évidemment, on n'en finirait pas, mais il faut que l'information soit loyale. Et c'est vrai qu'il y a des cas où on a l'impression que les gens vendent leurs produits et ne sont pas très corrects dans les informations qu'ils disent, évidemment. C'est la même chose. On peut donner des exemples à l'infini. On est pris constamment dans des trucs pareils. Hein. Vous devez racheter une voiture électrique ou pas? Est-ce que les informations qu'on va vous donner sur les avantages de la voiture électrique sont des informations loyales ou pas? Enfin, voilà. Et donc, on ne sait pas sur quelle base on doit poser des choix parfois, hein, qui sont bêtes, hein, qui n'ont aucun intérêt, mais c'est vrai que où sont les informations correctes? Là, c'est un vrai problème. En fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Je pense que oui. On avait une autre question, donc on parlait de laisser du temps, pour justement avoir le temps de réfléchir et pouvoir prendre un consentement, on va dire éclairé. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans une urgence et surtout comment est-ce qu'on va estimer l'urgence pour dire: «Bah, voilà, le consentement, on va le laisser tomber parce qu'on est dans l'urgence», hem, ou se dire: «Bah, non, là, on va quand même prendre le temps parce que, OK, c'est pas tout si urgent que ça et on va attendre et laisser le temps à la personne, de consentir», voilà. Euh, Par rapport à ce genre de situation, enfin, moi, il me semble, hein, un risque, et ça, on peut le travailler assez facilement, c'est d'abord de se dire, dans des situations d'urgence où je vais imposer à l'autre des soins ou une intervention ou je ne sais pas quoi, enfin, souvent, donc je ne dis pas toujours, hein, mais souvent, ça, on peut en prendre conscience. Dans le fond, on ne fait que soulager les peurs que nous avons, nous, en tant que professionnels. Si je n'interviens pas, mais je vais être responsable d'une mise en danger ou je ne sais pas quoi, et ça, ce n'est pas possible. Ça, je ne peux pas dormir avec ça. Et donc, du coup, je vais intervenir, même si le type ne veut pas, mais pour moi, ce qui compte, c'est qu'il soit mis en sécurité. Et donc là, en fait, on se protège. Donc, si c'est ça le moteur, donc si c'est ça le réflexe, c'est que ça, je ne peux plus supporter, ça, c'est pas possible, ça, je ne peux pas laisser faire. En fait, je suis en train de régler mon problème en faisant violence à l'autre. Et donc, ça, on peut essayer de le travailler, c'est pas très compliqué, pour essayer de le désamorcer. Alors, une fois que vous avez mis entre parenthèses cette réaction-là, qui est bien humaine, hein, ceci, mais regardez dans la vie privée, quand on est parent, on impose parfois des choses à nos enfants, moins parce que ça a du sens de le faire pour nos enfants que parce qu'on a peur pour eux. Et c'est par rapport à nos peurs, en fait, qu'on interdit, tu ne sortiras pas ce soir, etc. Enfin, parce qu'on ne veut pas avoir peur, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire que la décision est juste, du coup. Parce que si c'est pour soi qu'on le fait,
on est en train de régler ses problèmes à soi, mais au détriment de l'autre, évidemment. Donc voilà, ça, on peut le désamorcer, on peut réfléchir, on peut essayer de prendre distance par rapport à ça. Et alors maintenant, quand vous vous dites, oui, mais quand est-ce que ça peut être juste le fait d'intervenir sans prendre le consentement de la personne? Voilà. Alors, moi, il me semble que c'est assez simple au niveau intellectuel, quoi, je veux dire. C'est assez simple pour avoir des repères. Il y en a deux, en fait, que je vois. Moi, le premier repère, maintenant, dans la réalité, ce n'est pas toujours évident de juger, mais c'est évidemment, enfin, vous ne serez pas surpris, c'est quand la personne se met réellement en danger. Donc, non plus parce que j'ai peur, mais cette fois-ci parce que sa vie est en jeu. Là, il y a peut-être un principe qui est que, qu'elle le veuille ou pas, en tant qu'individu, en tant que professionnel et en tant que citoyen, assistance à personne en danger, je dois intervenir, qu'elle le veuille ou pas. Donc, ça, c'est le critère. Maintenant, c'est plus compliqué dans la vraie vie parce que comment savoir qu'il y a un réel danger, oui ou non, qu'il faut vraiment intervenir maintenant, là, tout de suite, qu'on ne peut pas se donner encore un peu de temps éventuellement. Il y a plein de situations, évidemment, enfin, dans ce qui m'est rapporté, où le jugement n'est vraiment pas aisé à faire. Mais quand vous êtes en tout cas dans cette conviction que voilà, maintenant il y a urgence, il y a mise en danger, il faut intervenir, donc là le consentement devient un luxe évidemment dont on se passe et on va d'abord aider la personne. Mais deuxième chose, ça ce sont des patients en psychiatrie qui m'ont enseigné ça, c'est que donc on peut subir des soins ou une intervention contre sa propre volonté. Hein, donc des patients racontaient, ben évidemment, et on a eu le témoignage aussi ce matin, hein, donc évidemment qu'il y a des soins sous contrainte qui sont parfois imposés, où vous avez deux gaillards qui vous sautent dessus pour vous calmer et vous faire la piqûre, enfin bon, donc des trucs qui sont terribles. Ce que les patients racontaient à l'époque quand j'avais suivi un peu cette affaire-là, et je m'étais informé pour voir comment c'est vécu, ils disaient ceci, le problème, c'est pas qu'on nous force, c'est pas qu'on se jette sur nous parfois de manière paniquante, hein, et qu'on nous immobilise parce qu'on est dans une crise ou que sais-je d'autre. Donc le problème, c'est pas le soin obligatoire contre notre refus, parce qu'évidemment, on gueule, on dit qu'on n'en veut pas, etc., etc. Le problème, c'est qu'on ne parle pas. Et donc, ce qu'il dit, c'est que dans ces cas-là, pour que ça reste le plus humain possible, donc le devoir, c'est d'intervenir. Ce qui est humain, ce n'est pas le fait de toujours demander le consentement, si vous voulez. Il faut intervenir. Mais pour que ça reste humain, un soin contraint, il faut le parler. Alors, le parler avant, c'est-à-dire dire déjà, si jamais vous faites une crise, voilà ce qu'on fera. Et que ça soit déjà dit. Même si le type, quand ça lui arrive, il dit non, foutez-moi la paix, j'en veux pas. Mais enfin, que ça soit déjà mis en mots. Au moment où ça arrive, pas simplement immobiliser le gaillard et lui faire sa piqûre, mais dire. Alors évidemment, les patients étaient très, enfin dans ce que j'avais lu à l'époque et entendu, ils disaient, mais je comprends bien que les soignants, ils ont du mal avec ça, parce que nous, on gueule, on n'en veut pas, et donc ils se disent que ça ne sert à rien de parler. Et pourtant, c'est tout à fait troublant, ça m'avait interpellé cette affaire-là, ils disent, ce dont on souffre le plus après la crise, c'est que pendant qu'on nous a forcés, il n'y a eu aucun mot. On se jette et voilà, il faut calmer le gaillard et donc dire des mots, même si on manifeste le fait qu'on ne veut pas entendre, qu'on n'en a rien à foutre, etc., mais que ça soit parlé. Et c'est surtout ça, moi, que je retiens, après la crise, après l'intervention qui a été donc contre la volonté de la personne, d'y revenir pour voir comment maintenant on peut aider la personne à se réconcilier avec ce qu'on lui a fait subir. C'est-à-dire que ça ne reste pas un traumatisme, une contrainte non parlée, mais que ça devienne ce sur quoi on peut revenir pour que je puisse en comprendre peut-être le sens et que je puisse finalement peut-être consentir après coup à ce soin forcé que l'on m'a donné. Et donc là, ça rejoint tout ce que je vous disais avec comment on peut aider quelqu'un à se réconcilier avec sa vie, avec des traumatismes, etc. Ben, il y a une question de deuil, de mise en mots, de se libérer de ce que j'imagine que, et puis il y a le fait de se sentir aimé, quoi, respecté. Hein, donc même si vous avez subi ça, vous êtes quelqu'un quand même de bien, quoi. Et donc, voilà, de jouer aussi sur les affects par conséquent. Donc, voilà, quand on est dans ces situations d'urgence, si vous vous enfermez dans l'idée « je ne peux rien faire sans avoir le consentement de l'autre », vous prenez le risque, et ça, moi, ça me semble quand même difficile à assumer, le risque que la personne, par conséquent, se détruise. Et donc là, il y a une obligation, ben oui, d'intervenir, de protéger l'autre, bien sûr. Mais dernière chose, pour revenir à mon premier point, c'est que pour que ça soit fait pour de bonnes raisons, il faut non seulement donc ne pas le faire parce qu'on a peur pour se protéger soi,
Mais ça suppose aussi, du côté des professionnels, de réfléchir à et de travailler la question de mon rapport à la mort. Parce que les gens ont le droit de mourir quand même, il ne faut pas oublier. Mais c'est vrai que si on a peur de la mort, si on n'est pas à l'aise avec sa propre mort, comment puis-je avoir un rapport juste avec quelqu'un qui met sa vie en jeu et qui prend des risques? Le risque, ce sera effectivement que, à travers l'aide que je vais apporter, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est me rassurer par rapport à la mort que moi, je n'arrive pas à accepter, en fait. Donc, c'est aussi un axe qu'on peut travailler, c'est-à-dire chacun d'entre nous ici, quel rapport vous avez avec votre propre mortalité. Souvenez-vous, Heidegger nous avait un petit peu amené de ce côté-là. Et quand on dit ça, donc ça va très loin. Hein. Donc, il faut être sans pitié, c'est-à-dire le rapport que vous avez aussi avec la mort possible de vos enfants, des gens que vous aimez, etc. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que c'est l'innommable par excellence? Et donc, si les patients viennent avec des comportements dangereux, c'est la chose que vous ne pouvez pas supporter et donc vous allez intervenir, mais non pas pour les aider, mais pour évacuer cette question. Enfin voilà, donc dit dans le désordre, voilà comment j'amorcerai un début de réponse à la question posée. Mais je vois qu'il y a Sophie Villain qui a levé la main. Oui, je ne sais pas si je peux m'exprimer tout haut ou si je dois le faire dans le chat. J'étais en train d'essayer de rédiger un petit complément à ce que vous dites et qui effectivement me parle vraiment. Donc, la possibilité de revenir sur ce qui a été vécu. J'ai le souvenir d'échanges au sujet de la loi sur la protection de la personne des malades mentaux et donc des mises en observation, où il avait été question d'une pratique, je crois que c'est en Suisse, qui permettait aux patients qui ont vécu le trauma d'une privation de liberté contrainte de pouvoir revenir sur ce qui a été vécu effectivement et peut-être de pouvoir dire ce qui pour eux serait moins traumatisant et effectivement les protégerait contre des situations trop dangereuses pour leur propre vie ou celle des autres. Donc, de pouvoir dire, ben voilà, il y a plusieurs solutions. Qu'est-ce qui est le moins traumatisant pour vous? Et qu'est-ce qui, la prochaine fois qu'une crise survient et une urgence d'intervenir, permettra de le vivre avec moins de souffrance et de trauma? Voilà, c'était juste une petite ajoute. Ce serait bien de laisser la parole à Geneviève Lotz par rapport à ce que tu dis justement, Sophie Villain, peut-être sur un travail qui a été fait dans la province du Brabant wallon, justement. Je ne sais pas, Geneviève, tu veux en toucher un mot de ce qui a été réalisé? Ah, elle n'est peut-être pas là. Mais donc, il y a tout un travail qui a été réalisé quand même, qu'elle a réalisé avec Sarah, ou Sarah peut-être peut en toucher un mot, où vous avez rencontré justement des personnes qui étaient passées notamment par des mises en observation et de ce qu'elles voulaient, en tout cas quand il y avait une situation de crise, de ce qu'elles voulaient qu'on puisse mettre en place lors de ces moments de crise. Sarah ou Geneviève, je ne voudrais pas parler pour vous. Je ne sais pas si Geneviève est de retour parmi nous, mais en effet, dans le cadre du conseil d'usagers du réseau 107 Brabant Wallon, un nouvel outil a été créé. Il a été inspiré du réseau Namur, donc c'est le plan de crise. Réseau Namur et aussi un autre réseau suisse, Revim, je pense, mais je ne suis pas sûre à vérifier. Et donc, en effet, c'est un carnet que les personnes concernées par la santé mentale peuvent avoir sur elles. Il existe une version numérique aussi, et dans lequel elles décrivent une série d'éléments qu'elles ont complétés eux-mêmes sur comment agir en cas de crise, comment la prévenir. Et donc, au-delà du fait que cet outil sert vraiment de communication entre les professionnels, les proches, s'ils le désirent, et les personnes concernées, ça leur permet aussi un petit moment même d'introspection pour elles-mêmes savoir, tiens, en fait, qu'est-ce qui me met en danger lorsque je suis en crise, qu'est-ce qui fait que je me sens en équilibre. Voilà, ça, je peux vous mettre le lien, si vous voulez, de cet outil-là qui a été du coup créé par le réseau 107. Donc, c'est le plan personnel de gestion de crise. Ce qui est important à dire, Sarah, par rapport à ça, c'est vraiment les personnes qui l'ont construit. Hein. C'est vraiment les usagers qui l'ont construit, ce document. Hein. Oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est vrai que c'est Geneviève qui a coordonné la création, mais ça a vraiment été créé par le conseil d'usagers, donc par des usagers de la santé mentale.
Voilà, ça a été un travail qui a duré un peu plus d'1 an, qui a été testé, retesté par le conseil, et donc c'est vraiment eux qui l'ont construit, en effet. Il y a des personnes, je pense, qui sont présentes ici, en fait, qui ont participé à la création de cet outil. Donc voilà. Maïté, il y avait encore d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps. Je vais dans le chat. Oui. En question, non, c'était plus des remarques et voilà, il y avait la question du consentement des mineurs en regard d'un état de nécessité qui mériterait d'être développé, la question de la contraception aussi apparemment qui est très présente dans les patients des plannings familiaux. Il y a une remarque d'une psychologue aussi qui demande quid du consentement dans Voilà. une situation. Tu peux énoncer la chose? Attends, j'essaye de la retrouver. Tu l'as devant parce que... Oui, j'ai devant moi. Donc, il y a une psychologue qui dit, mais dans ma consultation de psy, je suis confrontée à plusieurs situations similaires, des ados qui ont des relations sexuelles consenties, point d'interrogation, sous l'emprise de l'alcool. Le lendemain, la jeune fille dit avoir été violée. Le jeune en question se fait insulter de violeur, est harcelé. Quid du consentement? Ben oui, voilà un exemple typique de l'ambiguïté dans laquelle on est. Et moi, je ne peux ici, évidemment, que relever cette ambiguïté dans laquelle on est, vrai, pas vrai, enfin, comment savoir, comment discriminer, le consentement du moment, s'il y en a eu un, le refus le lendemain en se disant, mais qu'est-ce que j'ai été faire là? Enfin, ce sont toutes ces situations qui, moi, me donnent à penser qu'on aimerait tellement que ça soit simple et qu'il y ait eu consentement ou et que ça soit clair à travers un papier signé, tout ce que vous voulez, et puis on se retrouve devant ce genre de situation. Et comment on fait? Et ça, là, c'est vous qui, qui exercez votre métier, ce n'est pas moi. Là, je vous avoue, je ne sais pas comment faire. Il faut entendre les gens, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne dit ce qu'elle dit quand vous l'avez en consultation, évidemment, et puis après, point d'interrogation, là, ce serait intéressant qu'il y ait un échange d'expériences pour voir comment on se dépatouille avec et comment on peut aider réellement la personne qu'on a en face de soi sans nécessairement tomber tout de suite dans une judiciarisation ou je ne sais quoi d'autre, et avec le risque de harceler quelqu'un qui n'a peut-être pas vécu la chose de la même façon et qui se retrouve accusé d'être violeur ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est là qu'on voit la limite de ce mythe qu'on nous invente du consentement et que la vie devrait être aussi limpide que le consentement ou le refus exprimé, enfin. Et quand on est extérieur et qu'on n'est pas à la place des gens, voilà, il y a là de quoi se poser des questions, en fait. Et c'est là que je suis dans l'embarras, vous avouez. Il y avait une remarque qui avait été faite aussi quand vous donniez l'exemple de cette différence d'âge là. Voilà, exactement. Il y a une remarque qui avait été faite, mais au final, est-ce que c'est pas justement la différence entre emprise et consentement? C'est là-dessus qu'on joue, évidemment, pour faire comprendre que ce n'est pas vraiment un consentement. C'est donc un consentement libre, c'est dans une relation d'emprise que la personne est amenée. Mais ça, c'est assez intéressant comme affaire, parce que donc il y a les cas, évidemment, où ça tourne autour de la sexualité, d'abus de mineurs, etc. Donc, voilà. Donc là, évidemment, il y a un contexte particulier. Mais de manière générale, à partir de là, ça nous donne à penser quand même quelque chose. C'est que, allez, vous allez essayer d'aider quelqu'un, donc vous êtes un professionnel et vous allez essayer de l'aider à se mettre au clair sur ce qu'il veut. Mais n'empêche que quand vous lisez ce genre de situation, est-ce que ça ne nous enseigne pas une chose? C'est que le consentement auquel on va arriver est moins l'expression effectivement d'une liberté que de la relation et du jeu qui se passe entre vous et la personne que vous aidez et qui débouche sur une conclusion qui est la conclusion que le patient que vous avez en face de vous va assumer. Est-ce que c'est lui qui décide, pour le dire autrement et de manière peut-être plus simple, ou est-ce que c'est la relation que vous avez avec qui débouche sur la décision qu'il va prendre? C'est-à-dire, dans quelle mesure vous n'êtes pas, quand vous aidez quelqu'un, vous n'êtes pas co-responsable de sa décision. De telle manière que lui peut dire, donc la personne que vous avez en face de vous peut dire, oui, j'ai consenti, mais c'est parce qu'avec le professionnel, j'ai été amené à dire que, enfin.
comprenez, je ne l'ai pas sucé de mon pouce, le consentement. C'est dans la relation et avec ce que nous avons échangé que j'en suis venu, moi, à dire, ben alors c'est ça que je veux. Et dans quelle mesure je n'ai pas été influencé par le professionnel, bien sûr. Donc, vous voyez bien, ici, on n'est pas du tout dans le cas de l'abuseur adulte sur un mineur, mais le cas de l'abuseur adulte qui, effectivement, abuse d'un mineur, donc amène un mineur par le jeu de la séduction à faire ce qu'il souhaite, et donc la personne a l'impression de consentir, mais en réalité, si vous devez décrire ce genre de situation, c'est parce qu'il est pris dans une relation qui l'amène à consentir et où il est séduit, et ça répond à des angoisses qu'il a, des peurs, tout ce que vous voulez, et il se sent rassuré, compris. Enfin, voilà, c'est la relation qui amène le consentement de l'individu. Et ce que l'on vit là de manière tragique dans ces cas, parce que c'est clairement de l'abus, eh bien, n'empêche que c'est, quand vous regardez un peu, c'est ce que nous faisons quand on essaye d'aider quelqu'un à y voir clair, mais dans un cadre qui fait que c'est tout à fait acceptable, là, évidemment, hein, et c'est même ce qui est demandé, donc ben, on le fait. Mais n'empêche que ce n'est pas le consentement de la personne que l'on a en face de soi, mais c'est le consentement à l'intérieur de la relation qu'on a avec lui. Et donc, je suis responsable de son consentement ou de son refus. Je n'ai pas pu le convaincre de faire quelque chose que moi je pense être utile ou l'inverse, enfin peu importe. Mais, donc voilà, je suis aussi responsable, évidemment. Et c'est là aussi qu'il y a donc une espèce d'abstraction intellectuelle dans la manière qu'on a de nous présenter le consentement quand on nous fait croire que le consentement, c'est un geste de l'individu tout seul. C'est lui qui consent. En fait, c'est faux. On consent toujours, dans la plupart des cas en tout cas, à partir d'une relation et donc pris dans une influence avec ce que les autres me disent en face de moi. Par exemple, je vais me taire parce que je vais encore déborder. Allez, si j'ai en face de moi un professionnel et je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas, mais vous comprenez bien, je vais refuser ce qu'il me propose, alors que si ça tombe, ce qu'il me propose est tout à fait valable. Mais ce qui va venir, c'est le fait que la relation ne s'est pas bien passée et que du coup, ça m'a mis en état de refuser ce qu'il m'a proposé. Est-ce que c'est moi qui ai décidé tout seul ou est-ce que c'est le résultat de la relation dans laquelle j'ai été pris? Vous voyez, consentement individuel, c'est un mythe dans le fond. Et donc, allez, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides. Mais non, mon attitude quand je dis ça influence la personne que j'ai en face de moi. Donc, nous sommes responsables, si vous voulez, co-responsables des décisions prises par les autres, bien sûr. D'où le fait quand on est en soirée, qu'on consent, etc. Mais c'est parce qu'on est pris dans une ambiance, qu'on a bu, etc. Et ce n'est pas moi tout seul, évidemment. Alors après, c'est toujours facile de dire, oui, mais moi tout seul, je ne voulais pas. Mais en fait, on est pris là-dedans. Et c'est ça qui est terrible, hein, et qui devient compliqué. Et du coup, si on veut sortir du simplisme, ce n'est pas facile à traiter, ces sujets-là, je trouve. Alors, mais je me tais parce que... Mais merci beaucoup. Enfin, je crois qu'on pourra encore vous écouter pendant des heures. Et malheureusement, on arrive vraiment... au petit mot de la fin. Enfin, voilà, encore vous remercier. Remercier aussi tous les participants et tous les commentaires. Il y a eu pas mal de commentaires et de personnes qui alimentaient en tout cas ce que vous ameniez, ou en tout cas, il y a eu des discussions dans ce chat aussi entre les personnes. Moi, je pense qu'au nom de tout le monde, je peux le faire, c'est de vous remercier sur cette de nous amener à éclaircir aussi toute cette notion de complexité au niveau du consentement, de pouvoir éclairer dès le départ, et des personnes dans le chat qui ont pu nommer le fait de commencer, de pouvoir faire cette différence entre cogito transparent et cogito blessé. Voilà, et en même toute la théorie que vous amenez par rapport à ça, on a pu aussi l'entendre dans leurs mots. Dans toutes les vidéos qui ont eu lieu, les jeunes qui pouvaient dire oui, mais moi des fois je dis oui, mais parce que c'est la pression du social qui est là. Et donc aussi de pouvoir, je trouvais intéressant de pouvoir amener toute cette question du faux self et que comment est-ce qu'on doit être à certains moments quand on se rend compte qu'on a été dans un faux self toute sa vie. Donc j'ai envie de dire, et donc j'aimais bien cette notion du temps que vous avez pu amener aussi, se dire que à n'importe quel moment, en fait, les choses peuvent changer et qu'au final, il vaut peut-être mieux se rendre compte assez rapidement qu'on a été dans un faux self pour pouvoir changer et pour pouvoir remettre des priorités sur le sens de notre existence. Voilà, mais en tout cas, un tout grand merci pour tout ce que vous avez pu amener. Voilà, je ne sais pas si les autres partenaires avec lesquels on a travaillé avaient envie de rajouter quelque chose. Voilà. Donc, merci à vous.
Merci encore à vous, à tout le monde, pour cette participation. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie en scission, en tout cas, en venant à cette matinée et en vous écoutant aussi. Voilà, merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.